Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Waouh. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travaille dur. Travailler dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste avec des codes, avec des schémas et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial À une souveraineté concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1. Sortir du brouillard financier. 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. Welcome babies! Bienvenue sur Can We Talk! Can we talk? Donc même le matin comme ça, Mon gars. la voix est mielée. Mon gars, c'est un métier, frérot. Comment tu vas? Écoute, ça va et je veux même te dire que je kiffe le fait qu'on se retrouve là. On a fait un test, on a essayé d'enregistrer. On a essayé d'enregistrer à distance. Ça s'est pas. C'était pas type. Ouais, c'était pas ouf. Je sais pas si c'était dû à la connexion. Ouais, j'avais une mauvaise connexion là où j'étais, je pense. Je pense que c'était à cause de ça. Et du coup, il y a une partie du truc qu'on ne voit plus. Après, on entend. Enfin, c'était complexe. Dans tous les cas, on trouvera la solution pour que vous puissiez évidemment nous rejoindre. Les amis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, s'il vous plaît, entendez que on est en train de vivre un moment extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, on va en parler là tout à l'heure, parce que j'aimerais en parler avec le frangin en direct, mais on vit dans un monde où il y a des gens qui font rien et qui prennent des dizaines de millions. Je fais référence à monsieur Jordan Michael, dont j'ai parlé hier, mais en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, vous le savez, parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, la seule façon d'avoir à gagner de l'argent ne passe pas uniquement par le fait d'avoir à mettre son réveil et d'aller au boulot. C'est une façon de gagner de l'argent, effectivement. Mais il existe d'autres façons pour gagner de l'argent en comprenant le monde dans lequel on évolue, c'est-à-dire le capitalisme. Et quand tu auras compris que le nerf de la guerre, c'est d'avoir à accrocher le wagon des sociétés qui font des dizaines de milliards d'euros de valorisation tous les ans en bénéficiant ou en étant propriétaire d'une fraction de ces sociétés, en disposant notamment de dividendes, eh ben... t'auras tout compris. Et c'est ce qu'on explique à la Nekao School. Et plus de 700 élèves aujourd'hui, 700 personnes, j'aime pas dire les élèves, 700 personnes ont disposé... 700 initiés. 700 initiés, ces 2 dernières années, ont bénéficié de cela. Et il n'y a pas de raison que tu n'en disposes pas. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la bleue. Le rendez-vous est gratuit. Le rendez-vous est gratuit. Tu sais que ce podcast est sponsorisé par la Nekao School et que par conséquent, on sera très heureux d'avoir à échanger avec toi. Frangin, on a, comme d'hab, préparé des petites questions l'un l'autre. Comment tu te sens là? Parce que là, on enregistre la veille d'un événement important. Exactement. Tu es comment là?
Non, écoute, pour être honnête avec toi, je suis serein. J'ai hâte que l'événement se déroule parce que voilà, je me sens comme à la veille d'un concert, quoi. Je suis pressé de rencontrer les Nécarins, de rencontrer les personnes qui seront là, de vivre ce moment. Parce que c'est vraiment cool, tu vois, de pouvoir se permettre de vivre ça, d'être à l'initiative de ce type de choses. Tu sais, c'est comme ce que je disais sur le post, sur mon post de ma vidéo d'hier, c'est qu'il y a 5 ans, j'étais au chômage. Et jamais j'aurais pu imaginer que 5 ans après, je serais une personne à l'initiative d'un mouvement qui pousse les membres de ma communauté à s'améliorer financièrement. J'étais tellement loin de ça, mon gars. Je venais de me faire virer alors que j'étais hôte d'accueil. Bon, j'avais fait en sorte de me faire virer. Ce qui est marrant en plus, c'est que j'étais hôte d'accueil dans la salle dans laquelle on va faire l'événement demain. Donc c'est marrant, tu vois, dans la vie, il y a des petits croisements. Et tout ça parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de faire les choses autrement en me lançant dans l'entrepreneuriat et en me lançant dans le monde de la gestion de patrimoine. Bah, ça a fait qu'aujourd'hui, on en est là, tu vois. Et je trouve ça assez fou de voir tout ce qui peut se faire en 5 ans, tu vois. 5 ans, à la fois, c'est court, mais à la fois, c'est long. Et non, moi, je suis vraiment content de voir qu'on va vivre ce deuxième Neka au Gala. Déjà, l'année dernière, c'était quelque chose. Et demain, je sens que ça va vraiment être encore plus quelque chose. C'est clair. J'ai fait cette vidéo moi-même en expliquant ce qu'il en était de ma réalité, de l'arnaque que j'ai subie par mes anciens associés, il y a 5 ans aussi, tout pile. Et en fait, je disais dans la vidéo que on se rend pas compte quand on est dans le trou ce que Dieu a prévu pour nous, tu vois, ce que Dieu, l'univers, chacun dira ce qu'il veut, mais quand t'es dedans, t'as l'impression que ton monde s'effondre et c'est pas loin d'être vrai. C'est pas loin d'être vrai parce que tu vois pas forcément de solution. Moi, j'étais vraiment, je l'expliquerai peut-être en détail un jour, mais j'étais vraiment dans le mal, mais à tout niveau, parce que ce serait bien que t'en parles. Oui, en fait, ce serait un peu long, mais la réalité, c'est que les seules personnes dans la vie qui peuvent te trahir, c'est les gens en qui t'as donné ta confiance. Et c'est con à dire, mais ceux qui peuvent te faire mal, en tout cas. Clairement, tu vois. Après, honnêtement, je pense avoir géré le côté affectif, tu vois. Ouais, franchement, émotionnel. Ouais, je l'ai vraiment. C'est vrai que quand tu m'en parles, je trouve que ouais, tu prends ça avec beaucoup de recul. Oui, quoi. Ça t'a pas. Oui, parce que je pense qu'il faut pas se tromper sur les gens, tu vois. Et je pense que j'avais plus ou moins lu ce qu'il en était des personnes en question, mais que tu vois, tu sais, c'est comme aux États-Unis, hein. On te dit clairement aux États-Unis, t'as des gens qui peuvent te traiter de sale noir, disons les choses très clairement, mais qui vont te serrer la main et bosser avec toi parce que t'es en capacité de leur faire rentrer des millions, des milliards. Les joueurs de NFL, je sais pas, c'est eux qui me viennent en tête. Les mecs qui sont à la tête de leur ligue, là. Pour beaucoup d'entre eux, frérot, c'est des rednecks, tu vois. Et pour autant, ils leur donnent des millions parce que ces mecs-là leur font rentrer des milliards, tu vois. Donc, en soi, c'est comme ça. Et moi, j'étais dans un rapport de business, tu vois, franchement, et ça tournait. Donc, je m'en foutais un peu, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que il y a quand même un choc, tu vois, de te dire, ah ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais dans ce rapport, on va dire, de confiance, même s'il n'y avait pas forcément d'affect en soi. Je le dis parce que je me suis rendu compte de certaines choses, tu vois. Et donc, j'ai enlevé mon pied. Mais ça fait jamais plaisir. Et puis t'as la partie financière où là tu tombes de haut, tu vois. Et puis il y avait un truc aussi qui veut que ça faisait tellement longtemps que je bossais avec cet associé qu'en fait on avait développé des automatismes et c'était un peu comme une béquille pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'appuyais sur lui, mais au final, avec du recul, tu te rends compte que c'était pas si bien que ça. Bah, déjà ça, mais au-delà même de ça, tu vois, en fait, on était potes de base, tu vois. Donc, cette amitié plus Vous le avez boulot. commencé par l'amitié alors? On a commencé par l'amitié. Ok. On a commencé par l'amitié. On s'est rencontrés dans l'ancien cabinet dans lequel j'évoluais. Il avait une certaine position. Moi, je rentrais, j'étais genou. Je l'ai rencontré comme ça, tu vois. Donc, on a commencé par l'amitié et ensuite, on s'est dit, mais pourquoi on créerait pas notre truc, tu vois. C'est comme ça que ça s'est développé. Et c'était ma béquille, c'est-à-dire qu'à chaque fois, mais pour te dire à quel point à l'époque je faisais de la musique, eh ben, je me disais, tu vois, quand j'avais des plans ou quand, je me disais, je vais le placer en tant que manager. Tu vois, tout ce que je faisais,
je l'incluais dedans. Dans ton écosystème. Dans mon écosystème, tu vois. Et tu te rendais un peu dépendant au final. Oui, mais en fait, c'est toujours un peu ça. En vrai, tu te rends compte que même dans je sais pas, dans ton couple, tu vois, tu sais que ta madame, elle est forte dans 2-3 trucs. En fait, tu pourrais le faire, mais elle le fait mieux. Et du coup, tu sais, c'est un peu vous voyez comment il sourit? Pour ceux qui nous voient. Parce qu'il y en a d'autres qui nous écoutent. Mais c'est ça. Du coup, c'est un peu ta béquille, tu vois. Et lui, c'était un peu ça. Il y avait certaines choses, en fait, sur lesquelles il était meilleur que moi. Et du coup, et quand tu te retrouves solo, il y a ce truc aussi de se dire, comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais être assez bon, etc. Bon, Dieu nous a bien dotés, donc tu vois, ça a été. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, dans la vidéo, je disais que quand t'es dans le trou, tu sais pas. Et qui aurait pu imaginer qu'effectivement, 5 ans plus tard, je deviendrais un acteur aussi, tu vois. Hier, je vais à la salle de sport et je marche et en face de moi, il y a un mec qui marche. Et quand il arrive à mon niveau, il enlève sa casquette comme ça un peu, violemment, tu vois. Donc je me retourne genre en mode, y a quoi, tu vois? J'étais prêt. Et le gars me dit, excuse-moi, Stacy Enzo? Puis voilà, Tracy. Ah là 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 là. Et il me dit, ah frérot, franchement, ouais non, je voulais samedi, je viens au gala, j'ai pris mes places et tout. Et je lui ai dit, ah ben merci frérot. Et tout me dit, ah mais t'es dans le coin et tout. Je fais, ouais, j'habite là, frère. Il dit, ah mais frère, je suis choqué et tout. Ah ben écoute, franchement, samedi, je viendrai. Et frérot, en fait, c'est marrant. Franchement, c'est marrant de vivre ce genre de choses. Donc oui, non, jamais j'aurais imaginé, alors que j'étais dans cette tourmente, que je serais partie prenante de ce qui se passe demain. Donc je suis complètement d'accord avec toi. C'est marrant parce que quand on regarde bien, on a vécu à peu près dans la même période de grosses difficultés. Et mais pour des raisons différentes. Et je pense qu'il y en a plein qui ont vécu d'énormes difficultés. Parce que quand tu regardes bien, c'est la période Covid en 2020, tu vois. Oui. Et t'as dit quelque chose qui m'alerte quand même sur l'état du monde actuel. C'est que de par la façon dont le système est construit aujourd'hui, on est tous plus ou moins conditionnés à accepter l'idée que dans un rapport de business, tant qu'on a nos intérêts, c'est ok. Mais si je peux la mettre à l'envers à quelqu'un d'autre, c'est ok aussi, tu vois. Et je vais pas te mentir que je remets de plus en plus en question. Déjà, ça a jamais été ma nature, pour être honnête avec toi, de penser comme ça. Et je remets de plus en plus en question le fait qu'on a normalisé cette chose. Je trouve qu'il y a vraiment un manque d'âme dans notre façon de gérer nos relations avec les autres, et y compris dans le travail. Pourquoi est-ce que c'est normalisé de se dire que tu peux la mettre à l'envers à quelqu'un d'autre sous prétexte que voilà, c'est le business. C'est devenu la justification. Mais on veut pas, c'est du business. Est-ce qu'on se doit pas à un moment donné de remettre ces choses-là en question pour essayer de développer les choses autrement? Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et tu sais, mon frère, on dit souvent que le business, l'association, c'est comme un mariage. Hein. Tu sais, tu penses connaître quelqu'un. Et en fait, tu vois jamais véritablement son vrai visage jusqu'au moment où soit vous affrontez ensemble une épreuve, soit vous êtes dans un certain conflit. Et là, ça te permet de voir véritablement, ok, d'accord, j'ai capté, tu vois. Donc voilà, de base, on était des potes, on n'avait rien de comment dire. J'allais dire rien en commun, mais c'est pas la bonne expression. En fait, il y avait pas d'enjeu. Voilà, il y avait pas d'enjeu. Mais sinon, si on veut être plus global par rapport à ta question, frérot, tu sais, en introduction, j'ai parlé du monde capitaliste. Le capitalisme n'a ni foi, ni loi, ni couleur de peau. La seule chose qui prime, c'est le profit. Et t'as des gens, en fait, qui ont intégré ça et qui mettent ça au-dessus de Dieu, au-dessus des valeurs morales, au-dessus de tout, tu vois. Et chacun fait comme il veut. Mais c'est à nous qui évoluons dedans, de naviguer intelligemment et d'essayer, tant bien que mal, de se protéger, de bien choisir, tu vois, les associations, les personnes avec lesquelles on souhaite collaborer. Voilà, quoi, tu vois. Mais c'est exactement ça, moi, qui me fait réaliser de jour en jour que si, effectivement, aujourd'hui, le meilleur moyen que l'on ait pour pouvoir nous libérer de nos chaînes, c'est de comprendre les jeux de ce capitalisme et de les adopter à notre propre échelle, ça peut pas être une finalité dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Il faut que l'on comprenne ce jeu pour derrière créer notre propre jeu, et un jeu beaucoup plus aligné, je pense, à ce que faisaient nos ancêtres, tu vois.
Tu te rends compte que nos ancêtres, ils avaient adopté, enfin, ils étaient même à l'initiative du monde dans lequel on est aujourd'hui, puisque ils avaient déjà créé des systèmes monétaires, etc., mais que leur échelle de valeur était pas faite autour de toujours avoir plus, parce qu'au final, tu te rends compte que avoir plus, ça veut dire avant tout récupérer dans la poche de l'autre. C'est tout faire pour le déséquilibre et pour le désordre, tu vois. Alors que eux, c'était développer de la richesse, mais dans l'intérêt commun, dans la justice, dans l'ordre. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse preuve de courage, nous, à notre échelle. Je saurais pas dire si ce sera le combat de notre génération, mais en tout cas, ce seront des clés qu'il va falloir que l'on implante pour nos enfants, tu vois. Mais nous, après, l'objectif aujourd'hui, c'est clairement de comprendre ces règles du capitalisme. Bon, excuse-moi. Non, c'est sûr, c'est parce que c'est important, hein, ce qui vient d'être dit. Je viens de voir que Elon Musk a négocié avec le board de Tesla, le fait de disposer de 1000 milliards d'euros de rémunération. Oui, j'ai vu, oui. Sur les 5 ou 10 prochaines années, je sais plus. Et donc, ça fait énormément polémique, etc. 1000 milliards. Et en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, t'as Elon Musk, aujourd'hui, sa fortune, elle est estimée à autour de 500 milliards, tu vois. 500 milliards. Donc, il va rajouter 1000 milliards à ça, tu vois, sur ces prochaines années. Et c'est important ce que tu viens de dire quand t'as la comparaison que, dans la manière dont voyaient les choses nos aïeux. Tu vois, on te dit que l'humanité n'a pas connu plus riche que Mansa Moussa. D'ailleurs, et apparemment, il y a un film là qui se prépare sur lui, tu vois, sur son histoire. Et Mansa Moussa, il aurait pu être un Elon Musk. Ce que je veux dire, c'est je suis l'homme le plus riche, je suis l'homme le plus riche, je suis l'homme le plus riche. Non. On te dit que le gars, quand dans ses voyages, il distribuait de l'or, tu vois. Comme si c'était de l'évian, comme si c'était des mentos, tu vois. Il donnait ça comme ça aux gens. De l'or, je ne sais pas. Qui dans la rue va arriver comme ça et te donner 10 euros, tenez monsieur. Lui, c'était de l'or. On te dit qu'il en a tellement donné que ça a eu une action sur le cours de l'or. Il a fait chuter le cours de l'or tellement il en donnait, tu vois. Et en fait, c'est important ce que tu viens de dire sur le fait que, en fait, c'était une vision différente. C'est quelqu'un qui aurait pu mourir avec ça, garder ça. Non, il donnait aux gens. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi. Faire évoluer ce système-là, faire évoluer les mentalités et pourquoi pas effectivement rentrer dans une ère de distribution ou de redistribution. Je sais pas, tu vois. L'idée d'avoir à amasser le plus de choses possible quand tu sais ce qu'il en est de la réalité de l'être humain. On a 30 000 jours sur cette planète. 30 000 jours, quand tu t'en rends compte, souvent, t'es déjà à la moitié du chemin. Tu vois, en tout cas, pas loin. Et donc, la question, c'est, OK, si je me suis tapé pour réussir à arriver à tel niveau, comment est-ce que je peux aider mon voisin? C'est clair. On traverse j'ai eu cette conversation hier avec madame, on vit le Soudan, là. Les images, elles sont insupportables. Insupportables. Et madame, elle me disait, mais t'as vu, t'as fait ta vidéo, et on va en parler, Michael Jordan, 300 millions. Mais si jamais, je sais pas moi, t'avais Michael Jordan, t'avais, je sais pas moi, Scottie Pippen, chacun met 5 millions, chacun met 10 millions sur les sommes faramineuses que sont les leurs. On pourrait pas faire quelque chose? Bien sûr que si. Tu vois? Et c'est en ce sens que je dis que, oui, tu vois, ce capitalisme-là ne peut pas être... On normalise des choses qui ne sont pas normales. Tu sais, et je me dis, c'est fou parce que ça va très très loin dans notre psyché. Par exemple, toi et moi, on répète régulièrement que dans la communauté, on a du mal à accepter l'esprit d'abondance. Parce et en fait, au final, tu vois, après une introspection, j'ai compris pourquoi. Parce que quand les gens entendent abondance, ils entendent un maximum d'argent pour moi. Mais c'est pas ça que ça veut dire, l'abondance. L'abondance, ça veut dire que s'il y a assez d'argent pour toi, il y a assez d'argent pour moi. La vérité, elle est là. Mais effectivement, aujourd'hui, on vit dans un système tellement individualiste que toutes les personnes qui aujourd'hui s'enrichissent à titre individuel sans enrichir les autres, tu vois. Et autant on le vit dans le système, enfin en France, autant moi aujourd'hui, tu vois, ça fait depuis un mois que je suis à Abidjan, mais c'est encore plus flagrant là-bas. Tu vois très bien que au niveau des investissements dans le public, c'est très bof, très moyen, tu vois. T'as des gens qui vivent dans des situations compliquées.
Et t'as d'autres personnes qui construisent des villas, des grandes maisons, et tu vois que c'est barbelé avec des barrières, et que tu vois très bien que de l'autre côté, là, le mec, il vit dans un luxe incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on a valorisé le fait que c'est normal, si j'ai travaillé dur, que je puisse m'enrichir, et tant pis pour les autres s'ils se sont pas enrichis, tu vois. C'est... on va peut-être me dire que je suis assez gauchiste dans ma façon de penser, mais ouais, ça me saute de plus en plus aux yeux tout ça, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut développer la culture de l'assistanat forcément en donnant de l'argent aux autres, mais il est évident qu'il va falloir que l'on trouve des solutions pour pouvoir rééquilibrer la balance, parce que je vois pas comment ça peut durer comme ça. Mais rééquilibrer la balance, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait des gens qui n'aient pas faim. Tu vois, avant même de penser richesse ou quoi, on vit quand même dans un pays où t'as des gens qui crèvent de faim. T'as des gens qui sont obligés d'aller à la soupe populaire, d'aller, on appelle ça les banques alimentaires. C'est une réalité. Pourtant, le pays, il est dans le top 10 des pays les soi-disant les plus riches, tu vois. Donc oui, il y a plein de choses. Je pense qu'il faut raison garder, comme tu l'as dit. On a déjà dans les basiques des choses énormes à faire. Il faut respecter les étapes. Respectons les étapes, mais c'est sûr que c'est ce qui pourra ou devra venir après. C'est clair. Est-ce que tu vas attaquer toi sur une question? Non, vas-y, je te laisse commencer, frère. Ouais, du coup, je parlais de Michael Jordan. Alors, ce chiffre-là de 300 millions, donc pour resituer, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, suivez Loïc sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, on y poste très souvent des infos, des choses, donc n'hésitez pas à nous suivre également là-bas. On va reprendre d'ailleurs une création de contenu vous pouvez compter sur optimale. Et donc j'ai fait une vidéo hier dans laquelle je disais que en fait je reprenais une vidéo qui disait que Michael Jordan touchait en moyenne 300 millions de dollars par an grâce aux dividendes qu'il perçoit de la part de Nike. Pour être très honnête, 300 millions, ça me semble énorme. En termes de chiffres, je suis pas vraiment sûr, tu vois. C'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. Mais en fait, la vidéo, elle était comme ça, et donc j'ai fait un react sur la vidéo. Et de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que ce monsieur touche des millions de dividendes. Donc ça, dans tous les cas, au-delà du chiffre, voilà. Mais en fait, ce dont je voulais qu'on parle, c'est ça y est, là on dépasse des niveaux historiques en termes de valorisation. Nvidia a dépassé les 5 000 milliards de valorisation. Ça n'est jamais arrivé dans l'ère moderne, tu vois. Apple a dépassé les 4 000 milliards. On a le troisième, c'est Microsoft qui a dépassé les 4 000 milliards. Et en gros, ce dont je voulais qu'on parle, c'est de la prise de conscience que doivent avoir les nôtres sur le fait que nous sommes responsables de ces valorisations à plusieurs milliards. Parce que nous utilisons Microsoft, je sais pas, tout le monde s'est déjà servi, j'en sais rien, moi, d'Excel. Tu vois, je sais pas, c'est un exemple qui me vient comme ça en tête, tu vois. Nous sommes responsables d'Nvidia. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà tapé au moins une fois, je sais pas, dans ChatGPT, dans Claude, dans toutes les IA là qui sont en train de péter. On est responsable de cette valorisation parce que tout le monde a déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, tapé dans, je parlais de quoi, Apple a déjà acheté un iPhone. Bref, en fait, en gros, ma question c'est comment est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut réussir à faire passer le message ou à faire comprendre aux gens que dorénavant, ils doivent travailler à développer de leur état de consommateur, de consommation, à cet état dit de valorisation. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On en revient sur ce qu'on disait au départ sur ce monde capitaliste, tu vois, c'est que quand on regarde les performances, par exemple, du marché américain, tu vois, sans parler même des différentes actions, quand on voit les performances du marché américain sur une centaine d'années, on se rend compte qu'on est sur un marché croissant. Haussier, ouais. Haussier. Et je trouve ça assez particulier parce que ça nous permet de comprendre qu'effectivement, ceux qui tiennent les rênes de ce monde-là ne font que s'enrichir en continu à l'image des sociétés que tu viens de citer. On vit dans un monde de plus en plus croissant et de plus en plus riche. Pourtant, le quotidien des membres de notre communauté et aussi de la masse populaire mondiale, il est de plus en plus compliqué, tu vois. Tout ça parce qu'on n'a tout simplement pas compris comment fonctionnait ce système. Et ça s'explique. Il y a quelque chose que je dis assez régulièrement, c'est que quand on vit une période de crise, par exemple la crise des subprimes, et qu'on met les infos, les chaînes de télé à ces époques-là,
On voit que sur tous les écrans, t'as du rouge, t'as marqué alerte, t'as marqué que nous sommes en crise, etc. Ça crée de la peur dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, quand on parle à la plupart des membres de nos communautés par rapport à ce monde de l'investissement, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Ouais, mais moi, tu sais, ça me fait peur de perdre de l'argent, puis j'y comprends rien, puis c'est compliqué. C'est un monde qui a été complexifié pour nous décourager. Et qu'est-ce qu'a fait la personne débutante qui, même à un moment donné, décide toute seule de se lancer ? Dès qu'on fait face à une crise, à une baisse, parce qu'il y en a toujours des petits moments où il y a de la baisse, tu vois. Là, par exemple, il y a pas longtemps, on a vu qu'il y a eu une petite chute sur le monde de la crypto, notamment. Qu'est-ce qu'a fait la personne qui est débutante et qui vient d'investir ses premières billes là-dedans ? Elle retire son argent. Parce qu'elle n'a pas ce recul sur le fait qu'on est sur un marché, sur du long terme, qui est toujours croissant. Et je me dis, en fait, les personnes qui tiennent ces médias-là aujourd'hui et qui sont au top du monde dans lequel on vit aujourd'hui, sont bel et bien conscients que l'on vit dans un système croissant, mais font tout pour nous décourager, pour prendre notre oseille, tu vois. Et effectivement, oseille qu'ils font sur notre dos en plus. Parce que cette croissance des marchés, c'est pas de la magie financière, hein. C'est nous qui consommons au quotidien, déjà parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre, et en plus parce que on est habitué effectivement à acheter un nouvel iPhone tous les 2-3 ans parce que celui-là est caduc, il arrive pas à faire la mise à jour d'iOS. Tu vois. Et donc eux, ils arrivent à rentrer dans notre cerveau, à nous mettre dans cet esprit de surconsommation. Nous derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On se tue au travail en 35 heures, on travaille, on court derrière cet argent, un peu comme des rats de laboratoire qui courent sans cesse, et au final, on est tellement fatigué et on s'use tellement au travail que la première chose à laquelle on pense quand on rentre chez nous le soir après le boulot, c'est nous faire un Uber Eats ou regarder la télé ou nous détendre l'esprit. La seule chose à laquelle on pense quand on arrive après 2-3 mois de travail, c'est de dépenser notre argent en vacances ou de nous faire plaisir en nous achetant des vêtements chez Zara ou H&M. Et au final, on prend jamais le temps et le recul de nous demander réellement comment fonctionne ce monde, parce qu'on a la sensation que c'est inaccessible, et au-delà de ça, que c'est super hyper risqué d'essayer de faire travailler notre argent. Elle est là, la réalité. C'est réel. C'est réel. L'argent est partout, sauf là où tu décides de ne pas aller. L'argent est partout, sauf là où tu décides de ne pas aller. Et en fait, tu as donné exactement la réponse que j'attendais. L'humain, en tout cas, on va parler des institutions, joue sur nos peurs. C'est vrai là parce qu'on parle du domaine financier, mais tu regardes la manière dont fonctionnent les informations, par exemple, c'est exactement pareil. Les infos, c'est la même chose. On a affaire à des personnes qui jouent sur nos peurs pour faire passer leur message, tu vois. Et si on reste dans le domaine financier, c'est extraordinaire la manière dont ils ont réussi à mettre une barrière à l'entrée, notamment mentale, sur le fait de nous effrayer quant à cela. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, 450 milliards qui sont dans les livrets A. 450 milliards. Ces 450 milliards sont mis dedans par des Français qui, sont ultra favorables au fait d'avoir de l'argent accessible, quitte à avoir une rémunération faible. Et ce qui est dingue, c'est que les 1,7% de ce même livret A, en fait, c'est parce que la banque perçoit, en fait. Parce que la banque, il y a une portion de ce livret A, de ces 450 milliards, qui sont investis sur les marchés. Donc ça leur va très bien que nous, on se forme pas, que nous, on ait peur de ça, qu'on considère que c'est n'importe quoi. Effectivement, tu parles des grands titres. C'est-à-dire que les mecs qui te parlent des grands titres de bourse, alors que t'as moins de 40% de la population française qui investit sur les marchés financiers. Donc, quand les gens voient ça, ça confirme leur peur. Ça confirme leur dit, ouh là, tu vois, heureusement que j'ai pas mis mon argent là-bas, parce que ça me permet d'éviter ce crack. Tu vois? Et ça, en fait, c'est des choses qui sont terribles parce que 14% de la population française investit en bourse. Voilà. 14%. Voilà. Tu vois? Donc, quand on a ces chiffres-là. 38% jouent au loto. Voilà. Tu vois? Donc, quand on a ces chiffres-là, quand on a ces proportions-là, on comprend à quel point ça leur va tellement. Mais je voulais attirer l'attention là-dessus parce que nous, on parle aux membres de notre communauté. On a parlé de Nike. Quand Nike a besoin de vendre ses produits, ils mettent en avant Michael Jordan, ils mettent en avant LeBron James. Ils prennent des figures
de notre communauté pour nous vendre les choses. Bien sûr. Et le vrai problème, le vrai problème ne tient pas tant au fait que ils nous vendent des choses. Le vrai problème tient au fait qu'on ne comprend pas qu'en travaillant à leur donner de l'argent, on s'appauvrit et qu'on ne fait que de s'appauvrir. Quand eux s'enrichissent. Quand eux s'enrichissent, parce que si toi, tu achètes ton pull Nike et commencez pas à nous taper parce qu'on a des fois des affaires Nike, il n'y a pas de souci, vous regardez nos chaussures et tout, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que tu arrives à comprendre qu'il te faut compenser. Tu parlais des gens qui rentrent à la maison, qui se détendent, qui vont se mettre un Netflix, etc. C'est des choses qu'on doit répéter jusqu'à fatiguer pour que les gens puissent comprendre que tu n'es pas destiné qu'à donner tes 12 euros à Netflix. Tu n'es pas destiné qu'à donner tes 100 euros à Nike pour avoir ta paire de baskets. Tu peux également, avec les mêmes montants, investir dans ces sociétés et en devenir en fraction propriétaire pour jouir de leur croissance. Tu parlais de ces marchés haussiers. Pour jouir de cela, et oui, ça ne va pas te rendre riche le mois d'après. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas te rendre riche dans 1 an. Mais reviens dans 5 ans, reviens dans 10 ans, reviens dans 15 ans, reviens dans 20 ans. Et constate cela. Et je pense que c'est vraiment un message qu'il nous faut marteler aux membres de notre communauté. Nous devons passer de cet état de consommation à cet état de valorisation en devenant, en ayant un poids, en fait, tu vois, dans cette économie. Tu parlais du poumon de l'économie mondiale que sont les États-Unis. C'est une réalité. En fait, t'as pas besoin de réfléchir trop longtemps. Et c'est pas si compliqué que ça. En réalité, quand tu décides de te prendre en main, prends ton rendez-vous gratuit. Tu sais, je suis passé sur Tropic FM là mardi dernier et à la radio, c'est assez sympa parce que tu as des personnes qui t'appellent, tu vois, qui t'exposent leurs problématiques en direct, exactement. Ça me rappelait mes souvenirs quand j'écoutais T-Fall sur Skyrock. Je te jure. Et je me suis rendu compte que en fait, quand les gens vivent dans cette espèce de routine, ils sont fatigués, tu vois. Et la question qui revenait souvent, c'est « Ok, ce que tu dis, c'est vrai, je ressens que ce que tu me dis, c'est vrai. Mais comment on fait, par où il faut commencer pour qu'on puisse à un moment donné en arriver à être des investisseurs ?» Pour toi, c'est quoi la première étape qu'un être humain puisse mettre en place pour se sortir des habitudes dont on est en train de parler et pour mettre un premier pied dans ce monde de l'investissement? Justement, on allait en parler. En fait, t'as pas d'autre choix que de te former. Et allons même au-delà de la Nekao School, parce que c'est pas grave. Des sources d'informations, il y en a pléthore, tu vois. En fait, ça doit passer par le fait qu'il te faut comprendre que le monde là, il va super vite, et que si tu n'en comprends pas les enjeux, en te renseignant, en te formant, en t'informant, en fait, malheureusement, tu vas subir. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Tu sais, dans l'ancien monde, je parle du monde avant le 21e siècle, qu'est-ce qui était valorisé? C'était tes diplômes. C'était grâce à tes diplômes que tu pouvais prétendre à avoir une rémunération supérieure à la moyenne. Plus ton diplôme était élevé, plus ta rémunération suivait, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Ok, on est dans l'économie de l'attention, on est dans une autre économie, tu vois, dans un autre monde. Ceci dit, tu te rends compte que, mais même pour l'obtention de diplôme, qu'est-ce qu'il fallait? Il te fallait des connaissances, il te fallait apprendre. En fait, tu comprends que dans tous les cas, plus tu seras favorable à l'idée d'apprendre, plus ça te reviendra. Et c'est vrai dans le business, comme c'est vrai en finance, comme c'est vrai en tout en réalité. Tu vois? Donc pour moi, la première véritable étape, c'est d'une part d'avoir cette prise de conscience de ouais, j'avoue, quand je fais le calcul, waouh, depuis mes 16, 17 ans, j'ai dû acheter une bonne 50aine de paires de Nike, et que de fait, si jamais si je dois convertir ça en euros, ça représente tant. Si ça, je l'avais investi, waouh, ça m'aurait valu combien? Tu vois? J'ai fait une vidéo là où je parlais d'Amazon et où j'expliquais que t'as remis 1000 euros sur Amazon il y a 20 ans. Aujourd'hui, t'aurais près de 120 000 euros. 120 000 euros, tu vois? 120 000 euros. En ayant mis 1000 euros. T'as parlé de Netflix tout à l'heure. Tu sais que Netflix, sur 1 an, la valorisation de l'action Netflix, c'est 36%, frérot. Voilà. Sur 1 an, là. Nous, on est là, on paye nos abonnements, on regarde Netflix, 36% sur 1 an. Le livret A, 1,7%. Non, mais clairement, 36%
T'as vu qu'ils ont augmenté leur abonnement? Non, j'ai pas fait attention. Voilà, tu vois, pourquoi? Parce qu'ils l'ont augmenté d'1 €. Mais la réalité, c'est que 1 € sur les millions d'utilisateurs, ça fait combien qui vont dans les poches des actionnaires? En fait, c'est ça la réalité, c'est que à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, t'imprimes de l'argent très facilement. Très, très, très facilement. Et ouais, je pense qu'il faut se réveiller là-dessus. Et je pense que notre mission, c'est d'avoir à répéter ça et à marteler ça tant que ça ne sera pas véritablement ancré. Moi, en fait, je dis tout ça parce que mon objectif, c'est de réussir à faire en sorte que mon fils, arrivé à 16, 17, 18 ans, qui se disent, mais comment ça se fait que papa, comment ça se fait que tonton, comment ça se fait que il avait pas ça à mon âge, à 17 ans, à 18 ans? Bon, à notre âge, enfin, moi, à 17 ans, il n'y a pas de smartphone, tu vois. C'est un autre monde. Mais, il faut que nos enfants, pour eux, ce soit genre juste normal, en fait. Qu'ils aient leur salaire, une partie qui est dédiée à leur épargne dite de sécurité et une partie qui est dédiée à leurs investissements. Tu vois? Clair. Il faut que ça devienne naturel. Oui. Et le meilleur moyen que ça devienne naturel, parce que la transmission, c'est quelque chose de très important, mais c'est d'incarner ce dont on parle à titre personnel. Le nombre de personnes qui me demandent comment est-ce que je peux faire pour installer de bonnes bases avec mon enfant pour qu'il ait une bonne éducation financière. Sois toi-même éduqué financièrement, parce que ton enfant, il apprend pas avec ce que tu lui dis, il apprend avec ce qu'il voit de toi. Si tu es quelqu'un qui gère mal son argent, il est fort probable que ton enfant soit un mauvais gestionnaire. Mais si toi, tu t'inities à ce monde de l'investissement, que tu le comprends, que tu sais, au-delà de le comprendre, que tu le pratiques, derrière, tu auras beaucoup plus de facilité à l'expliquer à ton enfant. Et c'est comme ça que ton enfant rentrera dans ce monde beaucoup plus facilement. Et tu vois, c'était un sujet, ça aussi, quand je suis passé sur Tropic FM, en l'occurrence, t'as une petite spider derrière toi, là, Ah ouais. qui descend de sa toilette. Ah là là. Merci. You're welcome. Je sais même Ouais, plus. tu disais quand t'étais à la radio. Ouais. Apparemment, la Spider a mis aussi une toile dans ton esprit. Je te jure. J'ai pas la phobie des araignées, mais ça Oui, je sais c'est pas ça attire toujours l'animal mon le plus, attention, oui. quoi, ouais. Mais du coup, ouais, quand j'étais à la radio, c'était un sujet aussi, cette affaire de transmission. C'est pourquoi est-ce que, on en a un peu parlé sur le dernier live, mais pourquoi est-ce que la plupart du temps dans nos communautés, on a ce rapport avec l'argent où, quand on est l'adulte, on estime qu'il ne faut pas parler d'argent avec nos enfants parce que ça ne les regarde pas. C'est ça qui nous détruit, en fait. C'est que déjà, dès l'origine, on s'auto-censure et qu'est-ce que ça crée comme impact, ça, dans la tête de nos enfants? Si tu dis que les affaires d'argent ne te regardent pas, à un moment donné, l'enfant, il va se dire, ok, l'argent, ça a quelque chose de problématique. Mais parce que en vrai, frérot, c'est le cas. On a grandi dans des familles, pour beaucoup d'entre nous, des familles modestes. L'argent était un problème. Donc en fait, comment tu veux parler de ce que tu considères comme étant un problème? Mais en vrai de vrai, il faut parler de ce que l'on considère Pour dire comme quoi? Je suis pour en trouver dette. des solutions. Oui. Mais en fait, Je suis en dette. Pourquoi je suis en dette? Mais ce qu'ils savent. En fait, si tu veux, en fait, quand tu ramènes la chose, c'est pour ça que je pense que notre travail, il est important en termes d'éducation. Tu vois, sans prétention aucune, évidemment, mais c'est important de le dire. Parce que, en fait, on est des êtres humains. Et l'être humain, c'est pas simple pour lui de parler ou de dire qu'il est en difficulté, de constater qu'il est en difficulté, de communiquer autour de cette difficulté, tu vois. Et c'est pas pour les excuser puisqu'on dit que c'est important, tu vois, mais c'est pour essayer de comprendre. Moi, je sais que, tu sais que le pire que j'ai pu connaître à un moment donné, c'est que un soir, ma mère, elle a pas pu faire de repas. Et elle nous a fait chez nous au Cameroun, on a ce qu'on appelle des cacahuètes grillées, en fait, tu vois. Et elle les a mises comme ça sur la gazinière, tout ça, et elle a donné à chacun, tu vois, une petite portion de cacahuètes, et on est parti dormir, tu vois. Mais en fait, Ça t'a traumatisé? je dirais pas traumatisé, mais tu vois. C'est aujourd'hui le fait d'y penser où tu te dis que ça a dû mettre ta mère
mal à l'aise. Ouais. Mais en vrai de vrai, en tant qu'enfant, est-ce que ça t'a traumatisé? Non, ou en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, on se fait des nœuds au cerveau en tant qu'adulte, tu vois, alors que nos enfants, ils vivent ça comme une aventure. Ouais, franchement, alors je l'ai pas vécu comme une aventure. Parce T'avais que faim, t'avais la dalle. J'aurais préféré manger, frérot, je te cache pas. Mais dans le fond, ça Mais- t'a pas. non, ça- voilà, mais le lendemain, voilà. c'était une autre journée. Mais et c'est vrai que c'est avec le recul que je me dis, waouh, tu vois. En fait, on était vraiment dans la hesse. Mais moi, je l'ai pas vécu comme ça. En fait, tu commences à le vivre et à le comprendre. Moi, en tout cas, ça a été mon cas quand je suis arrivé au collège et que je me suis rendu compte que j'avais des gars qui avaient, à l'époque, c'était des francs, ouais, qui avaient des baskets à 1000 francs, à 1500 francs. Alors que moi, ma mère, des baskets à 50 francs, c'était le bout du monde. C'était vraiment le bout du monde, tu vois. Et en fait, rien que d'avoir osé, alors je l'ai jamais dit évidemment, jamais j'aurais pu lui demander des baskets à 1000 francs, je n'aurais pas été en face de toi là, tu vois. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est avec le recul que je me suis rendu compte que waouh, tu vois, ça n'a pas dû être évident, tu vois, pour eux. Et donc, comment, tu vois, autour de ces cacahuètes, bon, les enfants, l'argent, en fait, non. L'urgence, c'est comment je vais faire pour payer le loyer à la fin du mois. Et ça, c'est quand tu parles de payer le loyer à la fin du mois. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des 6 mois de retard de loyer. Quand tu es en HLM, c'est le genre de choses que tu peux te permettre. Dans le privé, tu peux pas te permettre ça. Tu vois? Et tu vois, c'est cette réalité-là. Et c'est pour ça que je pense que notre mission, c'est d'avoir à dire, aujourd'hui, la moyenne des gens qui rentrent dans la Nikao School, c'est quoi? C'est 35, 40 ans. Tu vois? On a affaire à des hommes, à des femmes qui ont fait des choses, qui gagnent un peu d'argent. Et quand je dis un peu d'argent, c'est de 2000 à X fois plus, tu vois. Et qui se disent, ouais, il y a un sujet là, tu vois. Mais t'as des gens pour qui c'est chaud d'en parler. Mais moi, justement, tu vois, tu l'as dit toi-même. Aujourd'hui, toi et moi et notre Nikao School, on représente un symbole. Donc, on a une voix et il y a des messages que l'on doit, je pense, partager, Oui. tu vois. 100%. Et moi, à titre individuel, je suis quelqu'un qui a subi cette espèce de tabou par rapport à l'argent. Et j'insiste sur le fait que pour moi, il ne faut pas se sentir humilié quand on vit des difficultés financières. Tu sais que t'as des gens qui vont très très loin pour ça. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. Tu vois? Faudra biper Cédric parce que je sais que ce mot-là, il est bizarre sur YouTube. Ouais. Mais il y en a qui vont jusqu'à mettre fin à leur jour pour ça. Alors que, en vrai de vrai, on a tendance à se faire des nœuds au cerveau pour des choses qui ne sont pas si problématiques que ça pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment, nos enfants? Ils aiment jouer. Et pourquoi ils aiment jouer? C'est parce qu'ils apprennent comment c'est la vie, tu vois. T'as appris pendant cette période. Tu sais, moi, en ce moment, je vis une période très particulière. Je suis en train de m'installer. Je viens de trouver mon appartement. Tu sais, à l'heure où je te parle, ce qu'il y a dans mon appartement à Abidjan? Un canapé, un frigo. Il n'y a pas de canapé. Il y a un matelas par terre. Ma femme vient d'acheter le frigo et la gazinière, mais ce sera livré aujourd'hui, Inch'Allah, si tu connais. Tu vois? Et c'est tout ce qu'il y a, frérot. C'est tout ce qu'il y a. Mon enfant, il est pas traumatisé, hein. Lui, pour lui, c'est un terrain de jeu. L'appartement, il est vide, il joue avec son ballon, il fait sa vie. C'est vous qui vous dites, waouh, il faut vite qu'on se... Eh oui, Ouais, nous, on est, s'installe. bien évidemment, on est dans l'urgence et tout, mais je prends aussi du recul et, tu sais, j'étais pas fier en prenant l'avion et en laissant ma femme là-dedans, tu vois. Et je l'ai tous les jours au téléphone et je me rends très bien compte que, ok, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est pas dramatique. C'est juste une aventure. Et c'est une aventure qui évolue, tu vois. Et quand mon enfant me demande pourquoi tu m'achètes pas ça, papa, pourquoi tu m'achètes pas ce jeu, je lui dis je suis transparent avec lui. Je dis mais tu sais, on n'est pas riche mon fils, tu vois. On n'est pas riche et on peut pas tout acheter, tu vois. Et j'installe des choses comme ça avec lui. Non, mais c'est important. T'as totalement raison. Moi, ce que je ne disais pas qu'il faut pas le faire. Évidemment, on dit tout le contraire. Je disais que je peux entendre que ce soit pas facile. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut sensibiliser sur le fait que même si c'est pas facile, adopter la stratégie de tout cacher à nos enfants pour ne pas leur en parler, ça les aide pas du Je suis tout. complètement d'accord. Il faut au contraire leur permettre de comprendre, de participer, de sensibiliser parce qu'ils vont apprendre et ça leur permettra eux de ne pas faire les mêmes erreurs. Parce que parfois c'est parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, parfois c'est parce qu'on a fait des erreurs et généralement on sait pourquoi on n'a pas d'argent. On le sait. On sait pas forcément comment solutionner le problème, mais on sait quand c'est parce qu'on dépense trop, ou quand c'est parce qu'on regarde jamais nos comptes, ou quand c'est parce qu'on gagne pas assez, on le sait. Et il faut en parler. Là où t'as pas tort, c'est que j'imagine que c'était pareil pour toi, c'est que les anciennes générations
parce que là on parle d'argent, mais elles incluaient pas les enfants. Il y avait vraiment un rapport de subordination. J'ose le dire, tu vois, parce que pour le coup c'était ça, c'est-à-dire que t'avais la parole du paternel et tu vois, voilà, et les enfants c'était aller dans la cuisine, aller dans votre chambre. Il y avait pas cette inclusion là où nous. J'ai l'impression que, alors je sais pas, t'as des gens qui diraient que du coup on est plus soft. Je sais pas, mais moi je sais que, j'ai toujours rêvé d'avoir. Est-ce que j'ai pas une araignée là? Spider is back. Hein? J'ai senti un truc sur ma nuque là. Ah oui, si. Ouais, effectivement. Mais pourquoi tu la jettes vers moi? Je suis pas. En fait. Oui, non, je comprends, je suis pareil. Bon, vous avez vu les coulisses là. On est attaqué Faut par respecter la Spider-Man. nature. C'est un jour, tu vois, m'a piqué et tu vois, je me. De fou. Demain, je vais bien te regarder au gala pour voir Mec, si tu fais pas tu des vois, bails. si j'en vois pas des. Que disais-je? Je sais plus ce que je racontais, mais bon, dans tous les cas, oui, que nos familles, il y avait quand même ce rapport de subordination. Et t'as des gens qui disent que notre génération, elle est un peu plus soft. Je sais pas si c'est vrai. C'est peut-être vrai, mais moi, je sais que j'ai toujours rêvé d'avoir cette relation avec mon père. On avait une relation, mais qui était différente, tu vois. Et j'aime le fait d'avoir instauré cette relation avec mon fils, tu vois. Donc, je pense que les nouvelles générations, 30 ans et plus là, ils ont quand même ce rapport-là et peut-être qu'ils seront plus sensibles, du coup, à cette typologie de messages. Absolument. Vous avez une Clairement. question, monsieur? Oui. Absolument. J'ai une question, monsieur. Tu vois, t'étais avec moi. T'étais avec moi quand j'ai animé le rendez-vous des NK1 ce mercredi. Et je t'avoue que j'ai été assez... je sais pas si chamboulé c'est le bon mot parce que c'est assez fort, mais j'ai réalisé à quel point c'était compliqué parce qu'on a fait un exercice sur lequel je demandais à nos NK1 de se projeter sur 20 ans, tu vois. Et j'ai réalisé à quel point c'était compliqué pour beaucoup d'entre nous de nous projeter sur une échelle de temps long. Ça veut dire que je me suis retrouvé confronté à des personnes qui me disaient que franchement, je t'assure, Loïc, je comprends ta question, mais j'arrive pas à me voir là-bas. Tu vois, j'arrive pas à me voir là-bas. Et du coup, je voulais qu'on mette un peu la lumière sur ce sujet. Déjà d'une pour savoir ce que tu en penses, et derrière, est-ce que selon toi, c'est utile de se projeter sur ce temps long? Qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas selon toi? Ok, c'est toujours pareil. Je vais commencer par dire que je les comprends parce que c'est pas un exercice que j'ai fait tôt non plus, tu vois. Je vais me mettre très transparent. C'est un exercice que j'ai fait il y a 5 ans. Ben justement quand j'étais dans la panade, tu vois. Et on vient de dire que le temps long est indispensable si on souhaite travailler à notre enrichissement, mais c'est vrai aussi si on souhaite travailler à notre épanouissement. Et malheureusement, faut quand même le dire, on est dans un monde où les deux sont convergents. Parce qu'en fait, quand t'as pas d'argent, t'as beaucoup moins d'options et du coup, t'as moins de possibilités de vivre dans un épanouissement plein, ok, et véritable. Donc les deux sont plus ou moins de pair malheureusement dans le monde dans lequel on vit. Et moi, je vais parler du coup de mon expérience personnelle. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, donc je l'ai un peu évoqué au début du podcast, à un moment donné, je me suis posé et je me suis projeté. Je me suis dit, où est-ce que je veux être dans 10 ans? Et je le dis, je sortais d'un moment très compliqué sur le plan professionnel. Juste pour dire, moi j'ai été à la tête de cabinet de courtage. Ton enrichissement, ton travail, ta vie, tu la gagnes grâce à ton portefeuille client. Quand en fait t'es pas en capacité de prétendre à une potentielle revente de ce potentiel client, de ce potentiel portefeuille client, t'es mort. Genre, t'es vraiment mort. Et donc moi, la fin de cette société, c'était la fin de 10 ans de travail. Tu vois. Alors que, tu vois, des fois, tu peux aller au boulot, t'as pas vraiment envie ou quoi, mais tu te dis, bon, je travaille pas pour rien, je suis en train de construire, et ça me permettra d'être un peu plus tranquille dans quelques temps. Comme, je sais pas moi, les startups qui se lancent et qui se disent, qui rêvent un jour, tu vois, de revendre ou de faire un exit, tu vois.
Sauf que j'ai tout perdu. Et donc là, je me suis dit, ok, moi j'ai commencé à bosser à 26 ans. Et quand j'ai bossé avant, mais c'était des petits boulots. Je compte pas les petits boulots, je parle de travail. Tu vois, j'ai lancé ma carrière à 26 ans. Mais j'ai lancé ma carrière en tant qu'indépendant. En fait, j'ai quasiment jamais été salarié. J'ai très peu été salarié, en fait, à comparer les périodes. Mais commencer à 26 ans en tant qu'indépendant, ça veut dire ne pas avoir cotisé pour la retraite. Tu vois ? Donc, quand tu te retrouves à avoir tout perdu comme ça, tu te dis, waouh, en fait, est-ce que je peux prétendre à un job ? Parce que j'ai quand même un certain âge aujourd'hui. Moi, j'ai été à la place des recruteurs quand je faisais rentrer des gens chez moi. Quand je voyais une certaine date de naissance, au-delà des compétences, je me disais, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que la personne qui a un certain âge, elle est beaucoup plus dure à manager, à cadrer, elle a sa propre expérience. Donc, elle est parfois dure, en fait, à faire, c'est dur de la faire rentrer dans le moule. Ok ? Donc, je vais subir ça aussi, tu vois. Et puis, de toute façon, en vrai, il a jamais été question pour moi d'aller chercher un job. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux avoir dans 10 ans ? Et c'est fou parce que, du coup, j'ai commencé à faire mon agence. J'ai développé des choses. Donc, j'avais mon agence de consulting en recrutement. Et à côté de ça, j'ai aidé aussi les personnes, voilà, à développer justement leurs connaissances sur les sur les réseaux sociaux, pour faire ce qu'on appelle de l'acquisition digitale via le digital, acquisition client via le digital. Et à un moment donné, donc 2 ans après, donc moi j'ai appelé ça le 10 Years Challenge. Je te jure vraiment, frérot, ce que je dis là, je partage un truc en vrai dont j'ai jamais parlé, mais pour dire à quel point ce que tu leur as demandé de faire est important. J'ai mis en place ce que j'ai appelé le 10 Years Challenge. Je dirais pas forcément voilà ce qu'il y a dedans, mais je me suis donné des goals. Et dans ce chemin-là, il y a eu la création de contenu. Et il faut quand même que je le dise, parce que les gens entendent qu'il y a eu de la création de contenu après mes 40 ans. J'avais 42 ans, frérot, quand j'ai fait ma première vidéo. Et je veux le dire pourquoi. Parce que mes gars qui ont autour de mon âge, quand ils m'ont vu, hey, salut les gars, moi, frérot, ils m'ont dit, pardon de le dire, tu couperas Cédric, ils m'ont dit, t'es un baiser, frère. Qu'est-ce que tu fais à t'afficher ? Ils seront là samedi. Tu vois ou pas ? Ils seront là samedi. Mais au début, c'est t'es un fou, frérot. T'es là avec tes vidéos et tout et tout. Et le frère en question qui m'a dit ça, donc qui sera là samedi, il m'a appelé hier pour me dire, ouais, t'as vu, j'ai appelé tel frère pour dire, attends, frérot, je te jure, ton truc là, il m'a hypé. J'avais envie de lui dire, frérot, tu te rappelles ? Tu te souviens ? Hein ? Tu te rappelles quand tu m'avais dit que... Et en gros, j'ai encore du coup un peu de temps. Et si Dieu me permet, je vais arriver à cet objectif, tu vois. Mais c'est pour dire que les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand tu fais ce travail-là de projection, la réalité, c'est que, de façon consciente ou inconsciente, l'univers ou Dieu va t'aider à créer cette autoroute qui te permettra d'arriver à cet objectif. Parce que toute opportunité, tu vas la saisir. Toute main acérée, tu vas la serrer. Parce que, de façon consciente ou inconsciente, tu sais pas, moi, quand je te serrais la main, je savais pas que ça travaillerait, en fait, à m'amener vers ce projet-là. Je me disais qu'on pourrait faire quelque chose, mais en fait, je l'ai pas intégré. On savait même pas si ça marcherait. Il y avait une cohérence. Il y avait une cohérence. Tu vois? Je savais même pas si ça marcherait, ce qu'on voulait faire. Ça m'a juste semblé intéressant à creuser, tu vois. Et c'est pour ça que ce travail-là, il est tellement négligé, et parce que les gens ont la tête dans le guidon. Encore une fois, l'urgence, c'est il me faut le salaire parce qu'à la fin du mois, j'ai l'assurance voiture, j'ai le crédit, voire le loyer, j'ai ci, j'ai ça. Et donc, on oublie que nous sommes des êtres finis. J'évoquais ça aussi dans le live. On a oublié qu'on est des êtres finis et que nous sommes des parcelles de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et que le pouvoir de décision fait de nous des personnes qui sommes en capacité de créer. Et si on est en capacité de créer, ça veut dire qu'à notre niveau, on l'avait évoqué avec Frédéric ici même, nous sommes des dieux, tu vois. Et ce pouvoir de décision, on est trop en fait à l'avoir occulté parce que nous avons un voile devant nos yeux qui nous empêche de nous voir comme nous sommes véritablement, c'est-à-dire des personnes en capacité de créer. Exactement. Donc cet exercice que tu leur as demandé de faire, je comprends la difficulté qui a été la leur, mais il est indispensable qu'ils puissent l'intégrer parce que
ça peut potentiellement changer leur vie, en fait. Complètement. C'est pas pour rien que je leur ai demandé de le faire, et une fois de plus, la première fois que j'ai fait cet exercice, c'était pareil, il y a à peu près 5 ans, tu vois. Voilà. On vivait, c'est marrant, tu sais, des fois on a des synchronicités avec des personnes. De toute façon, si toi et moi on se retrouve là aujourd'hui, c'est que forcément il y a eu des synchronicités, et c'est marrant parce que toi tu t'es retrouvé en difficulté à cause d'autres personnes, au final, tu vois, faut le dire. Oui, bien Ce sont sûr, d'autres bien sûr, personnes qui t'ont mis à l'envers. Bien sûr. Quand moi, je me suis retrouvé en difficulté à cause de moi, tu vois. J'ai jamais vécu ce que t'as vécu où des personnes m'ont mis dans la merde ou quoi. Mais par contre, toutes les galères que j'ai vécues, ça a toujours été de ma faute. Et attention, hein, j'ai jamais fait, ça veut pas dire que à cette époque-là, je faisais les choses avec une mauvaise intention du moins. J'étais comédien et je rêvais de vivre de mon art. Mais voilà, ça ne fonctionnait pas, et je me creusais, enfin, c'est comme si j'enterrais je creusais le trou de mon tombeau, en fait, tu vois. C'est que je m'embourbais dans un truc où, au nom de mon rêve, je me mettais de plus en plus dans la merde financièrement, et ça impactait mes proches, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai décidé pas à prendre à la légère, de changer véritablement les choses. Et ça a commencé par ce travail sur moi, tu vois. Dieu merci, mon petit frère m'a tendu la main à l'époque Monsieur Théo! Yes sir. En me montrant qui était ce fameux Yomi Denzel. Et à travers cette formation, donc tu vois, je me suis formé, j'ai commencé à travailler sur moi. Et moi, cet exercice de projection m'a fait un bien fou, tu vois. C'est-à-dire qu'en le faisant, je me suis rendu compte de ce que je voulais réellement. Et en écrivant ce que je voulais réellement, je me disais, putain, mais c'est fou. Pendant tout ce temps-là, je courais derrière des choses que, au final, je voulais pas réellement, tu vois. Jusqu'à, ça m'a fait réaliser que dans le fond, je voulais même pas être comédien. C'est un truc de fou, quand même. C'est dingue, tu vois. Je me suis rendu compte à l'instant T que je voulais pas être comédien. Ben, cette liste, elle existe toujours, hein. Il y a certaines choses qui sont marquées dessus, mais ma priorité à cette époque-là, c'était de construire ma vie de famille, c'était de voyager, c'était d'avoir un impact dans ce monde. Et en fait, je pense que c'est ça qui me donnait envie d'être comédien, c'était d'avoir un impact dans ce monde. Mais je me suis rendu compte à cette époque-là que cet impact pouvait passer à travers d'autres choses, d'autres canaux, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, au final, tous les acquis que j'ai eus en tant que comédien me servent encore aujourd'hui, puisqu'on est face caméra et que parfois on fait des mises en scène, etc. Il n'empêche que voilà, ma priorité n'est pas de vouloir être comédien, elle est de vouloir impacter ce monde. Faut se rendre compte qu'à cette époque-là, j'étais au chômage, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, et juste parce qu'à cette époque-là, j'ai identifié que je voulais avoir un impact sur ce monde, regarde où on est 5 ans plus tard. On a permis à 500 personnes de pouvoir s'améliorer financièrement, et on crée l'un des plus gros galas afro de la capitale sur l'année, tu vois. Et tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai osé écrire ça. Parce qu'effectivement, derrière, ça m'a permis de mettre les choses en place qui, petit à petit, m'ont amené à être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Sur cette liste, j'avais marqué que je rêverais d'avoir une villa à l'étranger. Bon, j'ai pas encore ma villa, mais c'est pas grave, ça viendra. J'ai déjà un pied à l'étranger, tu vois. Sur cette liste, j'avais marqué que je voulais des enfants, je voulais une vie de famille. J'avais pas d'enfants. Et j'avais pas les moyens d'avoir des enfants, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Les choses n'arrivent pas par hasard. Et c'est parce qu'un jour, même si je savais pas comment je ferais pour avoir ce que je voulais, je l'ai marqué. Je l'ai marqué, et ce qui m'a impacté sur l'atelier que j'ai mené ce mercredi, c'est que j'ai constaté que la plupart des gens ne voyaient pas parce qu'ils n'osaient pas voir ce qu'ils voulaient. Ça veut dire que les gens ne veulent pas marquer ce qu'ils veulent par peur d'être déçus. Ok. Et je trouve ça triste au final. Ah, tu bien vois. sûr. Et je me dis que ça colle à cette mentalité que l'on nous a imposée dans ce système, qui est que notre rapport à l'échec, en fait, tu vois. Notre rapport à l'échec est tellement puissant, on a tellement peur du jugement des gens que l'on veut pas prendre certaines décisions au risque d'être déçu. Alors que la déception, ça fait partie du parcours. Complètement. Tu vois ? Et que dans tous les cas, si à un moment donné, tu veux arriver quelque part, t'es obligé d'accepter le risque d'être déçu. 100%. Et la vérité, c'est que quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, au final, t'es jamais réellement déçu. T'as appris, parce que tu t'es rempli de tellement de choses que t'as appris. 100%.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis, et c'est quelque chose, moi, qui me fait beaucoup de mal à titre personnel, tu vois. J'arrive pas à l'expliquer, je l'avais déjà dit à ce micro, mais j'arrive pas trop à expliquer pourquoi est-ce que le fait que t'aies certains êtres humains qui du coup prennent la décision de ne pas exploiter leur plein potentiel parce que pliés en fait aux exigences de ce système, et dans le même temps, enfin ça me fait mal pour terminer ma phrase, mais dans le même temps, bon, déjà, j'arrive à comprendre le pourquoi du comment. Tout le monde n'est pas prêt à vivre une forme d'instabilité. Et c'est ce que demande l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu disais, les gens, enfin, que la déception fait partie du chemin. On a lancé le projet Nekao il y a 3 ans. Ça fait 2 ans 2 ans et demi maintenant qu'on a lancé le programme Nekao. Des déceptions, on en a eu. Hein. Ah, Franchement, clair. parce que là, les gens, ils vont venir, pharaonique, élégance et tout. Mais en fait, les gars, peut-être qu'un jour, a eu des désillusions, on on a eu dira des difficultés. on dira tout, Bien peut-être sûr. un jour. Bien Mais les gars, croyez pas que, en fait, on a eu notre lot aussi de déceptions. Mais en fait, comment éviter ça quand t'as l'envie de créer, l'envie de bâtir? C'est impossible. Pour créer cet immeuble, je suis persuadé que, ou même cette pièce, tu vois, ça s'est pas fait en une seule fois. Ah mince, on a mal fait ce côté-là, on refait. On s'y reprend, tu vois. C'est comme ça, en fait. C'est pas possible autrement. Et c'est vrai que cette peur-là, elle bloque énormément de personnes. Énormément de personnes. Et tu sais, même par rapport à ce qu'on a dit au départ, on est obligé d'avoir cette vision long terme. Et toi, tu leur as demandé à 20 ans, j'évoquais dans un live, du coup dans le live d'après, que t'as des gens qui ont une vision sur 1000 ans. Ça veut dire que quand tu regardes le papa Rothschild, en fait, il a travaillé pour construire ce que ses enfants, enfin, ses arrière-petits-enfants ont aujourd'hui. On parle d'un mec, si je te dis pas d'ânerie, je crois que c'est 19e siècle, Rothschild. Hein. On est au 21e siècle. Tu vois ce que je veux dire? oui, monsieur. Donc t'as des gens en fait qui ils regardent pas les choses à l'échelle de leur vie. Ils regardent l'impact de ce que eux sont en train de créer aujourd'hui pour dans 2 siècles, dans 5 siècles, dans 10 siècles. Et tu sais quoi? Viens, on donne un nom à ces gens. C'est pas n'importe qui, ces gens. Ce sont les maîtres du monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre eux, oui, effectivement, Ils ont un agenda. c'est ceux qui ont la contrôle de la narrative, c'est ceux qui ont expliqué que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et que finalement la vie commence à partir de cette découverte. C'est-à-dire Voilà. qu'il n'y avait pas des gens avant. Bon, bref, tu vois. C'est eux qui... Non, mais c'est fou, frère. C'est une dinguerie, frère. quand même. Et on nous apprend ça à l'école, tu vois. Mais t'as des gens qui ont cette dimension de visionnaire. Et nous devons d'être des visionnaires. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que la réalité de l'Afrique aujourd'hui soit celle de demain. On a évoqué le Soudan. On ne veut pas de cette réalité-là. On ne veut pas que notre communauté subisse, tu sais. Je regardais et je me suis dit, putain, c'est vrai, on n'en parle jamais. Tu sais, souvent quand on parle des communautés qui construisent, qui font, on parle des Indiens, on parle des Asiatiques, on parle de la communauté juive. On oublie souvent les Libanais. Les Libanais. Moi, je les oublie pas, moi. Mais mec, en fait, moi, j'entends jamais qu'on parle. Alors que ils sont extrêmement puissants. Quand j'étais au Cameroun, là, j'ai vu qu'ils étaient en place. Ils sont J'ai vu qu'ils organisés, sont hein. mais frérot, ils sont chauds de ouf. Et pourtant, leur pays, c'est quoi? Leur pays, la monnaie libanaise, les gens, à un moment donné, la balançaient dans la rue tellement elle valait plus rien. Le Liban, économiquement, c'est très compliqué. Et j'entendais Amar Oussama, qui est lui-même libanais, qui disait dans une interview que les autres communautés, et en l'occurrence, il parlait des Français, tu vois, en fait, ne peuvent pas comprendre la convergence libanaise, parce qu'un Libanais, en fait, il en a rien à faire de ton CV, il en a rien à faire de ce que tu peux éventuellement lui apporter. Il va t'aider juste parce que t'es Libanais, tu vois. Et à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à intégrer ça et à briser cette défiance qui peut exister parfois entre nous. Et tu vois, on le dit dans un micro, c'est bien, parce que les gens nous écoutent, mais par contre, il faut qu'on le montre aussi avec des actes. Et le Nekao Gala, entre autres, est la manifestation de cela, ce qu'on essaie de créer avec la Nekao School est la manifestation de ça. Il y a des gens qui développent leur business grâce à la Nekao School. Absolument. Tu vois? Complètement. J'ai eu un échange il y a pas longtemps avec l'une de nos Nekaennes qui m'a dit franchement merci Tracy. Je dis mais moi j'ai créé la plateforme, j'ai aidé c'est toi qui fais le boulot en fait. Non mais parce que tu vois il y a un tel qui est rentré, qui est venu. Tu vois.
il faut qu'on arrive à créer une économie au sein au sein de notre communauté. Et ça veut pas dire être contre les autres. Ça veut dire il faut qu'on crée notre écosystème, tu vois. C'est important. D'où cette projection sur le long terme, tu vois. On disait qu'aujourd'hui, les maîtres du monde dans lequel on vit aujourd'hui se basent sur un agenda qui est dessiné sur des millénaires. Mais ça a été nous les premiers à faire ça, tu vois. On l'a perdu, mais nos civilisations ancestrales avaient tout organisé sur des siècles et des siècles, tu vois. Et je dirais même qu'ils avaient tout étudié en prouvant que c'est limite si on n'a même pas tant de contrôle que ça. En fait, c'est comme si en fonction des ères, quoi qu'il arrive, il y a certaines choses qui vont se passer, tu vois. Et aujourd'hui, on est dans une ère d'éveil, dans une ère où il y a des avancées technologiques, dans une ère où il y a un bascule des pouvoirs, et donc dans une ère où les cartes se redistribuent. Et on va pas se mentir, il faut avoir une certaine foi pour se projeter sur du long terme. Il n'empêche que c'est nécessaire, parce que si tu te contentes simplement de développer ton business en te basant sur le moment présent et en étant dans cet esprit de capitalisme, en allant chercher de plus en plus d'oseille, sans te paramétrer par rapport à ce que tu peux projeter pour un meilleur futur, bah je pense qu'au final tu ne te rends pas service, quoi. C'est important. 100%. Mais ça demande une foi ça demande une foi, quoi, tout simplement. Ouais. La foi et la ferme attente de choses qu'on espère. Exactement. C'est-à-dire que tu ne vois pas, tu ne sais pas, mais voilà, tu espères et tu travailles dans un sens. C'est ça, tu vois. Et tu sais, du coup, il n'y avait pas vraiment de questions, mais j'ai trop envie de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, parce que dans le podcast, du coup, qui n'a pas été posté, de par son problème, on a évoqué la métaphysique de l'argent, et j'avais annoté quelque chose que j'avais pas dit à la caméra, et donc là, c'est l'occasion, parce que je pense que c'est très important. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que nous sommes des dieux, de par le fait qu'il est accepté, ou en tout cas qu'il est décidé de nous créer à son image. C'est pas pour rien que c'est écrit comme ça, en fait, tu vois. Tu peux regarder différents livres saints, c'est écrit comme ça, tu vois. Et on oublie très souvent que, du coup, nous vivons dans un monde qui est régi par certaines lois, et que c'est vrai aussi pour l'argent. Métaphysique de l'argent. Métaphysique de l'argent. L'univers est un équilibre. Du coup, tout doit être équilibre. La vie est un balancier. Équilibre balancier, tu me suis? C'est important, hein? Ok? Les gens ne comprennent pas la phrase « as you give, as you receive ». As you give, as you receive. Plus tu vas donner, ou comme tu donnes, comme tu vas recevoir. La vie est un balancier, tout est équilibre. Les gens ne veulent pas receive. En tout cas, les gens ne veulent pas give, pardon. Mais ça marche pas comme ça, en fait. En fait, tu peux pas receive, tu ne peux pas recevoir si tu ne gives pas. D'accord? Si tu veux gagner de l'argent, tu dois impérativement chercher à aider le maximum de personnes. Si tu souhaites gagner de l'argent, tu dois impérativement rechercher à aider le maximum de personnes. Plus tu travailleras à augmenter le niveau d'émotion des gens vers la joie, l'amour en soi, leur faire ressentir de hautes fréquences, plus tu vas recevoir. Mais attention, ne jamais oublier, plus tu es sincère dans la démarche, plus tu vas gagner. Et ça, je voulais vraiment qu'on parle de ça, frérot, parce que, tu sais, dans la Bible, il y a une phrase qui est écrite, parce que là, j'ai fait tout un truc, mais il y a une phrase qui est écrite qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est un truc de fou. Parce que là, tu vois, on parle des lois de l'univers et de l'équilibre qui consiste à dire que tu ne peux pas, en fait, ne crois pas que tu peux devenir multimilliardaire si tu donnes pas. Tu peux croire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux de lui, mais quand on évoque un Elon Musk, quand il crée Tesla, en fait, il donne de sa perspective à lui, hein. Mais sa contribution, c'est de dire, on doit avoir des véhicules propres. Ça peut se discuter, mais en tout cas, ça parle. La narrative parle à un maximum de personnes et du coup, il gagne. On vous a dit 1000 milliards sur les 10 prochaines années qu'il est censé avoir grâce à cette société. Tu peux dire ce que tu veux, mais on parlait de Nike. Nike, en fait, a conçu des chaussures qui font que si l'être humain, je parle bien d'être humain parce qu'on parle d'une société qui brille à l'international, valide cela, c'est parce que l'humain a besoin de se chausser.
et qui considère que cette chaussure-là est la mieux adaptée à son style, à sa course, parce qu'ils font des trucs pour la course, à sa boxe, à ce que tu veux en fait. En fait, c'est tellement évident, plus tu vas aider un maximum de personnes, plus tu vas recevoir en fait. Je sais pas ce que tu penses de ça. Non, c'est complètement vrai, tu vois. Et j'ai fait pas mal de recherches sur nos ancêtres, et faut savoir que leur principe était basé sur ce dont tu viens de me parler. Ils l'appelaient Mahat, tu vois. Mahat, c'était une déesse, mais qui représentait aussi une force cosmique. Cette force cosmique, c'était l'équilibre, l'ordre, le partage, enfin, le fait de donner, recevoir, c'était l'harmonie en fait de l'univers. Et ils ont fondé toute leur civilisation autour de ce concept de Mahat, en partant du principe que nous vivons dans un univers avec des règles. Et c'est peut-être ce qu'on a oublié dans le monde capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est peut-être ce vers quoi on doit retourner. Alors je dis pas qu'on doit vivre comme des Égyptiens, des pharaons, etc. Enfin voilà, on doit. Mais par contre, je pense que on se doit de réadapter tous ces éléments-là avec notre réalité actuelle, parce que nous on peut le témoigner à notre niveau, mais c'est ce qu'on vit. Quand on a décidé de se taper dans la main, c'était pour impacter un maximum de personnes, tu vois. C'était pour permettre à 1 million d'afrodescendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. On sait très bien ce que ça représente à l'échelle du monde. Ça veut dire que forcément, si on va au bout de notre mission, on crée une force colossale envers des millions de personnes, tu vois. Et on n'est que 2. Et aujourd'hui, ça nous a amené quand même à avoir accompagné 700 personnes sur l'espace de 2 ans. Est-ce qu'on en serait là si on n'avait pas décidé de vouloir impacter le maximum de personnes ? Non, donc on peut témoigner du fait que c'est réel. Et Dieu merci, ça nous permet de pouvoir vivre de notre activité très décemment. Tu vois, on n'est pas multimillionnaire, on n'est pas voilà, mais on s'en sort plutôt bien. C'est une réalité. On peut en témoigner à notre niveau, et bien évidemment qu'au plus on sera dans cette mentalité de vouloir impacter des millions de personnes, eh bien au plus on sera dans un monde avec un cercle vertueux. Et le problème, c'est que les valeurs du monde capitaliste, c'est la croissance et non pas la distribution. Et c'est quoi l'idée de la croissance ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'enrichir à titre individuel pour avoir toujours plus. À tout prix, quoi qu'il en voilà. coûte, au détriment des autres. Quoi qu'il en coûte, à l'équilibre. Et c'est ça le gros problème. Parce que quand tu adoptes la stratégie de la croissance à titre individuel, à un moment donné, tu prends forcément dans l'assiette de l'autre. Forcément. Et donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, tu disais tout à l'heure que la déception fait partie du chemin. Là, ce que tu viens de dire, regardez ce qu'on a créé, et on n'en est qu'à 0,1% de l'objectif. Quand on va s'énerver, ça va être quelque chose, tu vois. Mais je l'ai évoqué lors du live aussi, je pense que c'est important d'avoir à dire à tous les hommes, toutes les femmes qui nous écoutent, que si demain ou après-demain, parce que vous prenez conscience de l'état qui est le vôtre, que vous avez ce pouvoir de décision, ce pouvoir de création, et que donc vous êtes des êtres spécifiques, si vous acceptez cela et que vous décidez de faire les choses, s'il vous plaît, de la même façon qu'il est impossible qu'il est pas, j'allais dire pas intelligent, mais j'ai pas envie de dire pas intelligent, mais qu'il n'est pas bon d'avoir à retirer son argent parce que les marchés ont baissé, tu vois. Et ça, c'est des stratégies dont on vous parlera si vous souhaitez en savoir plus au sein de la Nekao School. Mais de la même façon que c'est pas bon de faire ça, il n'est pas bon d'abandonner parce que vous n'avez pas le résultat escompté tout de suite. Lors du live, qu'est-ce que je disais ? Je disais, regardez, on est 50, on est 60. Quand on n'a jamais fait des lives où on avait 4000 personnes. On n'a jamais fait des lives où on avait 500 personnes. Quand on faisait des lives, c'était 50, 70. Des fois, on dépassait la centaine de personnes. Mais en fait, c'est ces 50, 60, 70 personnes qui nous ont permis de prétendre aujourd'hui d'avoir non seulement plus de 700 personnes qui rentrent dans notre écosystème, mais en plus qui vont communier le jour de ce gala, en fait. Et ce que j'essaie de dire, c'est que si vous restez focus sur l'idée d'avoir à donner... Tu sais, j'ai fait un rendez-vous avec une femme, là, cette semaine. Ben voilà, c'est ça que j'avais oublié. J'ai fait ce rendez-vous avec... c'était avec qui, je crois, avec Lisa. C'était avec Lisa que j'ai fait le rendez-vous.
Et j'échange avec cette dame, et c'est quelqu'un qui gagne correctement sa vie. C'est quelqu'un qui gagne entre 3 500 et 4 000 euros par mois. Elle est rentrée dans un projet immobilier. Elle a acheté 3 biens. Et il s'avère que c'était pourri, si je peux me permettre. En fait, elle est rentrée en contact avec une agence, on va dire ça comme ça, mais elle connaissait la personne. C'était quelqu'un qu'elle connaissait bien, qui lui a fait acheter les biens, qui lui a dit, quand tu rentres chez nous, nous on te met des locataires. Ce qui a été fait, magnifique. Sauf que 6 mois après, les locataires ont commencé à l'appeler. Mais en fait, il y a de la moisissure là. Mais en fait, on a des dégâts des eaux. Et en fait, les gars, ils ont monté l'immeuble en vite fait, les maisons en vite fait, et c'était des matériaux de merde, quoi. Et du coup, elle se retrouve avec donc les locataires qui étaient censés être autofinancés. Donc les locataires qui étaient censés payer le crédit, ils sont barrés, frère. Tu vois. Et elle se retrouve à devoir payer 3 crédits, mon gars. Waouh. Comme ça d'un coup. Et en gros, c'était. Et devoir rénover en plus, j'imagine. Elle doit rénover. Et donc là, elle a pris un avocat parce qu'il faut qu'elle court derrière le mec qui a évidemment fermé sa société depuis, évidemment. Il s'est mis en liquidation. Et les assurances qui commencent à parler chinois. Oui, mais. Et elle me dit, je veux rentrer dans la Nekao School. Je lui dis, ma sœur, tu sais, je pourrais te vendre la formation. Mais en fait, notre travail à nous, c'est de faire en sorte que les membres soient dans le vert, pas dans le rouge. Si Dieu nous prête vie, la Nekao School, elle sera là dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Règle ta situation. Une fois que tu auras réglé ta situation, mais c'est avec grand plaisir qu'on t'exposera ce que... Oui, mais même si vous faites des plans de paiement, je fais laisse, franchement. Tu vois? Et à la fin, elle m'a remercié, elle m'a dit franchement, merci, parce que je l'aurais acheté la formation. Mais le fait que tu me dises ça et tout, ça me fait du bien à l'âme. Tu vois? Et frérot, je t'en parle, j'en ai des frissons. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire de l'argent pour faire de l'argent. On veut véritablement aider les personnes qui décident de nous faire confiance. Et ça aurait pas été de l'aider, de lui faire payer la Nekao School. Déjà parce que sa priorité, c'est pas là maintenant de rentrer dans la Nekao School. C'est de trouver des moyens. Je lui dis, sachant que tu gagnes temps et que tu es organisé comme ça, à ton avis, en combien de temps tu peux résoudre la situation? Elle m'a dit, franchement, si je fais bien les choses, en 4 mois, je fais, let's go. Rendez-vous dans 4 mois. Rendez-vous dans 4 mois. On n'est pas pressé. Il n'y a pas d'urgence. Tu vois? C'est important je pense que c'est important de mettre ce message en avant. Les gars, la Nekao School, on a l'intention de créer une institution. Ça veut dire, vous inquiétez pas. Si vous avez envie un jour d'intégrer la Nekao School, dans 1 an on est là, dans 5 ans on est là, dans 10 ans on est là, dans 100 ans on est là, les gars. Donc on a le temps. Si aujourd'hui tu es dans le rouge, améliore ta situation. Ça commence par régler tes problèmes, probablement très souvent en améliorant ta situation financière. Si tu es à découvert, si tu dois de l'argent à gauche, à droite, rembourse tout ce que tu as à rembourser. Mets une petite organisation en place et quand tu seras prêt, nous on sera là pour toi avec grand plaisir. C'est important de le dire. Non, mais 100%. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à contrario, si tu as entre 2 à 10 000 euros en épargne, voire plus, prends ton rendez-vous tout de suite. Parce que là, tu es en train de faire quelque chose. Parce qu'on sait déjà, 90% des personnes qu'on rencontre qui ont ce profil-là, on sait ce qu'il en est. Vos livrets bancaires sont blindés. Il y a d'autres façons d'avoir véritablement à accroître son argent et développer son enrichissement. Et on le rappelle, le rendez-vous il est gratuit, c'est avec grand plaisir qu'on en parlera. Mais c'est à ce niveau-là qu'on veut aider. Aider des gens à être dans le vert, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de tout ça. Est-ce que toi, tu avais une autre question? C'est It's my turn? Yep. Non, je t'avoue que non. Ok. Moi, j'avais une autre question. Ça y est, c'est officiel. Les chiffres de la natalité sont tombés il y a quelques semaines. Et ça y est, elle est en baisse. Hein. Elle est en baisse. Ouais, en France, clairement. On a même, en fait, constaté pour la première fois depuis très longtemps une recrudescence des décès par rapport aux naissances. Donc on est clairement sur un downfall, hein, faut le dire très très clairement, de la France et même j'ai presque envie de te dire de l'Europe parce que c'est un constat. Moi la question que je voulais te poser du coup elle est très personnelle, elle tient à toi.
c'est officiel, les chiffres, ils ont baissé. Est-ce que d'après toi, ils ont baissé à cause de l'égoïsme latent qu'on peut connaître, ou par manque d'argent, parce que les gens ont de plus en plus de mal en fait à s'en sortir, et du coup c'est une charge que d'avoir des enfants. Et ma deuxième partie de question, c'est, toi tu as 2 enfants, de quelle façon est-ce que ça t'a impacté financièrement? Est-ce que ça a été le cas ou pas, tu vois? Je pense que s'il y a de moins en moins d'enfants en France, ça s'explique de par plusieurs choses. Déjà d'une, par rapport aux messages qui sont transmis dans notre société, on a beaucoup plus tendance à mettre en avant les individus et les réussites personnelles plutôt que les constructions familiales, à commencer par le couple. On vit dans un pays où t'as plus d'un couple sur 2 qui divorce, tu vois. D'ailleurs, important de dire, parce qu'au moment où ils regarderont cette vidéo, on aura déjà sorti la V2 de l'année Chaos School. Let's go! Donc sachez, pour ceux qui regardent ce podcast, que on a créé un module spécifique pour les couples, d'accord? Et ce module ne regarde pas que les personnes qui sont en couple, mais également les célibataires qui un jour souhaitent se mettre en couple. Parce qu'on ne cessera de répéter qu'une communauté forte, c'est une communauté avec des familles fortes. Et une famille forte, ça commence avec un couple fort. Et un couple fort, c'est un couple qui gère bien son argent. Ça vous évite beaucoup de problèmes. On a créé un module pour vous, c'est inédit. Donc prenez votre appel si vous êtes intéressé. Je reviens sur ce que je disais. Ça, c'est quelque chose que l'on ne met pas assez en avant dans nos sociétés. On ne met qu'en avant les réussites personnelles. Ce qui pousse les membres de notre société à un individualisme qui fait que, voilà, on va être carriériste, on va penser à s'enrichir, on va penser à faire la fête, on va penser à consommer, on va penser à faire ci, et on arrive à 20, à 25, à 30, à 35. On en avait déjà parlé. Quand on est des hommes, on a le temps. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui adoptent cet état d'esprit. Et une femme qui arrive à 35 ans, qui s'est développée financièrement, qui est arrivé à un certain niveau de la société, qui a plutôt été carriériste, c'est moins simple pour elle de trouver un homme à la hauteur de ses attentes à cet âge-là, tu vois. Et c'est moins simple pour elle pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce qu'elle a des attentes élevées, chose que je peux comprendre, tu vois. Moi, je trouve ça normal d'avoir des attentes élevées. Mais en plus, parce que les hommes sont moins intéressés que lorsqu'ils sont célibataires, par des femmes de 35 ans que non mais je le dis, voilà, c'est une réalité. J'ai essayé de me retenir mais j'arrivais pas. Tu sais, à chaque fois je bégaye quand je dis ça parce que je sais très bien que... En fait, je sais que je fais mal quand je dis ça à nos sœurs, parce que ça fait mal d'entendre la réalité. Et je rigole, mais c'est pas drôle, mais c'est vrai. Nous les hommes, dès lors qu'on est sur le marché du célibat, dans le cas où on veut se poser et construire nos vies, je dis pas que c'est vrai à tous les coups, mais très souvent on va s'orienter vers une femme plus jeune que nous, et dans l'idéal on va s'orienter vers une femme qui a le temps, généralement. Ça veut pas dire que c'est vrai à tous les coups, hein. Je connais des personnes arrivées à 35 ans qui ont eu la chance de tomber sur des hommes qui avaient envie, qui avaient plus l'envie de s'amuser dans la vie, mais qui avaient tout de suite envie de construire une vie de famille. Et c'est tout ce que je te souhaite si aujourd'hui tu es une femme ou un homme qui vit cette situation-là. Il n'empêche qu'en général, les hommes préfèrent rencontrer des personnes avec lesquelles ils auront le temps de profiter de la vie, de construire, de chiller, et après construire leur vie de famille, tu vois. Et donc ça, je pense que ça fait que ça crée d'énormes déséquilibres par rapport au taux de natalité, parce que il y a énormément de personnes célibataires en raison de tout ce que je viens d'expliquer. En plus de ça, on vit dans un système dans lequel il y a de plus en plus de choses que l'on absorbe et qui impactent directement notre santé. La pilule, ça rentre dans ce dont on est en train de parler, tu vois. La pilule, ce qu'on mange, ça fait que il y a énormément d'hommes aussi qui ont des problèmes, je vais pas dire de stérilité, mais tu sais, qui ont les spermatozoïdes beaucoup moins fournis et qui donc ont du mal, même lorsqu'ils veulent avoir des enfants, à en avoir. Et voilà, c'est tous ces phénomènes-là qui font, selon moi, qu'aujourd'hui la démographie est en chute dans le pays dans lequel on vit et dans toute la civilisation occidentale. Important de le dire, parce qu'en Afrique, la réalité est tout autre. 100%. Et est-ce que toi,
les deux enfants que tu as eus ont impacté votre famille financièrement? Oui. De quelle façon? Positivement. Ah là. Merci. Positivement. Parce que ça m'a encore plus permis de faire ce qu'il y avait de plus efficace pour gagner de l'oseille et pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Voilà, ça m'a permis de me discipliner et de pouvoir perdre moins de temps à expérimenter ou prendre le temps de faire des choses. Non, quand t'as un enfant qui arrive, tu sais que t'as plus le choix parce que t'as un être humain qui compte sur toi et donc ça te pousse à avoir le couteau entre les dents et à maximiser tout ce que t'es en train de mettre en place. Donc je me repose moins, mais je fais plus d'argent. C'est une réalité. Et Non, toi? Moi, en fait... Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette chute démographique? Et est-ce que toi, le fait d'avoir un enfant, ça t'a impacté financièrement? Et si oui, dans quel sens? Je pense que tu as su bien résumer la chose. Hein. On a une vision de la vie ici en Occident qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir en Afrique. Et de fait, les gens se sentent, pour beaucoup en tout cas, vivants sans responsabilité. Tu vois. En Afrique, c'est différent parce que, tu sais, il y a un adage qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Ton enfant, il va aller jouer là dehors. Tout le monde va veiller sur lui, en fait. Absolument. Aujourd'hui, en France, t'as personne qui envoie leurs enfants dehors comme ça. Non. Tu vois, ça n'existe pas. Moi, j'ai vécu cette France, tu vois. Pareil. Où, voilà, mon père On a grandi dans le quartier. Exactement, on était dans le quartier. Moi, jamais de la vie, mon fils, je le laisserai aller dans le quartier. Il ira quand il sera ado, plus vieux. Mais moi... Aujourd'hui, tu le laisses pas sortir. Pas du tout. Quoique je te dis ça, mais c'est faux. Parce que je sais que sa mère le laisse de temps en temps aller voir... Il est en 6e, quoi. Ouais. Il peut commencer. Ouais, elle le laisse de temps en temps aller voir ses potes. Mais je suis pas rassuré, frère. Je dis la vérité. Ça me fait pas kiffer. T'as peur de quoi? Oh, mais frérot, de tout ce qu'on entend, tu vois, c'est très. D'ailleurs, bon après, ses potes sont chez sa mère, tu vois, ils sont pas chez moi, donc en soi, voilà. Non, mais juste pour savoir, t'as peur qu'ils goûtent à la rue ou qu'ils tombent dans des embrouilles ou oui, de tout ça. Enfin, frérot, je sais pas si t'as vu là la semaine dernière, le petit de 19 ans là, qui s'est fait taper par une voiture. Il y avait une voiture qui était en course poursuite avec la police. Et le petit, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est fait taper par la voiture qui était en fuite. Il est mort, frère. Ouais, j'ai pas suivi. Mais tu sais, frérot, il se passe tellement de choses depuis que je suis parti. À ce qui paraît, il y a des tornades en France, il y a des... Ouais, des tornades, je sais pas, mais en tout cas, T'as pas entendu dans le 9-5 la tornade? Ah oui, si, effectivement, ouais, tu vois. Ouais, mais non, je savais pas en tout cas. Mais tu vois, et je me suis mis à la place de la mère du petit, je me suis mis à la place de ses parents, et je me suis dit, mais comment je pourrais gérer un call comme ça, frère? Tu vois. Et c'est un truc, voilà, moi ça me traumatise. Donc voilà, en soi, je pense que franchement, t'as bien résumé la situation. Je pense que on est de. Oui, vas-y. Non, parce qu'il y a un point que j'ai oublié, mais je te laisse développer. Oui, mais voilà, on évolue dans des sociétés qui sont centrées sur elles-mêmes, dans lesquelles effectivement l'épanouissement personnel est décorrélé de la famille de l'enfant, tu vois. Et si je dois être 100% sincère, je sais pas si c'est dû à l'endroit dans lequel j'ai grandi, évolué, mais moi je sais que j'ai besoin de mon espace, tu vois. J'ai besoin de ma retraite. Tu vois, je sais pas encore une fois si c'est dû à ça, mais en tout cas, j'ai besoin de ça. Et t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui pousse le truc au point effectivement de ne pas faire d'enfants, tu vois. Donc aujourd'hui ils connaissent ça. Est-ce que moi tu voulais peut-être d'abord rebondir là-dessus? C'est que je voulais ajouter quelque chose à tout ce que j'ai dit, tu vois, parce que j'ai parlé du fait que on ne valorise pas l'aspect familial. J'ai parlé du fait aussi que d'un point de vue santé, tout ce que l'on absorbait au quotidien, ça a impacté forcément cette démographie. Mais il y a un point que j'ai pas abordé sur lequel je voulais t'entendre, mais c'est aussi le rapport homme-femme dans les sociétés occidentales, tu vois. Là, en fait, il faudrait faire un épisode que sur ça, mon frère. Tu penses? Mais bien sûr, puisque aujourd'hui, et j'ai eu cette conversation cette semaine avec une pote qui m'a dit, j'arrive à un certain, elle a 36 ans, tu vois, et elle m'a dit, en fait, voilà, là, je commence à réfléchir à l'éventualité de faire un bébé toute seule, tu vois.
Et je lui ai dit, écoute, je suis toujours d'accord sur tout et tout avec toi, mais là, en fait, on va discuter, tu vois. Parce que et en fait, ça m'a fait plaisir parce que elle a entendu. Après, enfin, je n'ai pas d'impact dans sa vie. Elle fera ce qu'elle veut et ça fait pas d'elle une mauvaise personne, tu vois. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais je lui ai quand même dit que, en fait, un enfant a besoin d'un papa, en fait, tu vois, et d'une figure masculine. Et je suis désolé, cette idée qui commence à être de plus en plus répandue, qu'il y ait des femmes qui se disent, en gros, j'ai pas besoin d'homme. Je peux faire les deux. Je vais faire mon enfant toute seule parce que, en fait, j'ai pas envie d'envisager le fait d'être toute seule. Frérot, je trouve que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que là, on est dans la dimension selfish maximum, en fait, tu vois. Parce que tu sois une bonne mère, j'ai pas de doute là-dessus, tu vois. Pourquoi pas? En fait, l'enfant, lui, il a besoin de cette figure paternelle. Je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, qui expliquait que près de 80% des filles qui évoluent avec leur papa, qui leur montrent de l'affection, qui jouent avec elles, qui leur montrent à quel point elles sont importantes, alors ça, après, c'est un détail ou pas, j'en sais rien, mais elles ont des relations intimes beaucoup plus tard. Et surtout, parce que c'est ça le plus important, elles n'attendent pas l'approbation des hommes, frère. Elles vont se diriger vers des hommes qui les respectent, qui les valorisent, qui les mettent en lumière. Contrairement, en fait, à celles qui n'ont pas eu de figure paternelle, qui n'ont pas eu de papa, et qui très souvent vont aller chercher la validation de l'homme, en fait. Tu vois? Mais je sais pas, rien que ça, déjà, ça y est. Et ça parlait des filles. Pour les garçons, c'est pareil. Il a besoin d'avoir cette figure-là, qui est peut-être un peu plus rugueuse que celle de la maman, qui va peut-être lui être un peu plus directe, mais qui est la vie aussi, en fait, tu vois. Parce que la vie, elle est pas simple, elle est pas facile. Qui t'encadre et qui te protège. Bien sûr, tu vois. Et on va vers ça. On va vers ça, tu vois. Il y a ça, et tu sais, je tombe sur pas mal de vidéos en ce moment qui parlent de beaucoup de femmes qui disent que elles en ont ras-le-bol de tous ces créateurs de contenu, hommes ou femmes, hein, mais qui parlent de la féminité, etc., tu vois. Et ça m'a poussé à me poser encore plus de questions. Parfois, on peut ressentir qu'il y a comme des conflits entre les hommes et les femmes, où au sein du foyer, les gens ne savent plus réellement quelle place prendre. De par l'opposition entre la vision que l'on a d'un homme et d'une femme d'un point de vue un peu plus ancestral, tu vois, où on estime qu'un homme doit faire ci, une femme doit faire ça, et par rapport au monde moderne dans lequel on vit, qui a tendance à rebasculer tous ces codes dans lesquels on vit. Et enfin, tous ces codes dans lesquels on a vécu, du moins. Et j'avoue que je me pose des questions, parce que j'arrive à voir en quoi le fait de rediscuter certains codes, c'est positif. De par l'ère dans laquelle on vit, je vois une évolution. Mais je vois aussi les dangerosités de tout ce que l'on a tendance à remettre en question, parce que je vois, et même je dirais même je vis, les conséquences de tout ce qui se passe, tu vois. Alhamdoulilah, tout se passe bien avec ma femme. Il n'empêche qu'on est un couple qui vivons dans une réalité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et qu'on est influencé par tout ce qui se passe, tu vois. Et c'est pas facile de trouver cet équilibre, et je pense que c'est un peu tous ces conflits qui font que les gens se mettent de moins en moins en couple, en fait, aussi, tu vois. Non, bien sûr, parce que la vie de couple, c'est pas simple. En fait, quand tu dois intégrer... Ça avait l'air d'être plus simple avant. Ouais, c'était différent, effectivement. Mais quand tu dois intégrer dans ton espace, que ce soit physique, mental, la vie de quelqu'un d'autre, alors que toi, tu penses peut-être... Parce que quand c'est convergent, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez à avoir des différences, c'est là le souci, tu vois. Et t'as des gens aujourd'hui qui ne veulent plus jouer à ce jeu, tu vois. Et c'est peut-être aussi par rapport à ce que t'as dit, tu vois. C'est des choses dont il faut parler. Je pense que effectivement, c'était nécessaire qu'il y ait une forme de mise à jour, parce que je pense que l'homme à l'ancienne, qui, de façon factuelle, il avait bien plus de testo que les hommes d'aujourd'hui, tu vois. Oui, complètement. Ça, c'est clair et net. C'est réel. Je pense que cet homme-là, il a pas toujours tout bien fait, tu vois. Et donc, les femmes avaient besoin, alors aidées par le capitalisme aussi, qu'elles soient d'accord ou pas, tu vois, elles avaient quand même besoin de cette émancipation, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une forme d'extrême, tu vois. Pas de l'homme envers la femme ou de la femme envers de l'homme, c'est les deux, tu vois. Et du coup, ça crée une forme de mésentente où t'as des gens, notamment des hommes, qui vont demander des choses qui tiennent de la dimension traditionnelle à des femmes, alors que eux-mêmes,
pardon de le dire comme ça, ils ont pas les, ils ont pas les reins, ils ont pas les, tu vois, disons les choses clairement. Et à l'inverse, des femmes qui vont te dire, moi, s'il a pas en dessous de 1 million d'euros, il m'intéresse pas. Et là aussi, on est dans un extrême. Et je pense que, au-delà de tout ça, il faut faire très attention. Bon, parce que de base, la question, c'était la question de la natalité, tu vois. Ouais, mais bon, on développe. On développe, tu vois. Mais, il faut faire très attention de laisser à Internet ce qu'il y a à Internet aussi, tu vois. Merci. Je pense que c'est très important parce que t'as des gens qui ont bien compris comment fonctionnaient les algorithmes et qui vont balancer des vidéos pas forcément parce qu'ils le pensent, mais parce qu'ils ont besoin de likes et de commentaires, tu vois. Et je le dis individuellement aux personnes qui nous suivent et qui sont en recherche de cet amour. Bon, ça sert plus à rien de faire la pub pour le Nekao Gala puisque du coup il sera passé. Mais en tout cas, recherchez à fréquenter des arcanes, des cercles dans lesquels vous savez que les personnes sont présentes parce qu'elles recherchent une forme d'élévation. Oui. D'accord, quelle qu'elle soit, tu vois, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit financière. Les gens qui cherchent à se développer, c'est pas des êtres parfaits, mais c'est des gens déjà qui ont compris une bonne partie des choses, tu vois. Alors après, il faut faire attention, hein, parce que en l'occurrence, l'exemple du rendez-vous que j'ai rencontré tout à l'heure, je lui demandais mais où est-ce que tu l'as rencontré cette personne? Elle m'a dit, elle a commencé par rigoler. Je dis ok. Elle me dit bah c'était à l'église. Donc j'ai dit voilà, tu vois, les loups finalement sont partout aussi, tu vois. Oui, non, mais oui, bien évidemment, la safe place par définition n'existe pas. Mais il y a des probabilités en fonction des endroits où tu vas et c'est ça. Et voilà, à un moment donné, il faut essayer de jouer le jeu pour essayer de gagner ce jeu. La boîte de nuit en termes de fréquence est quand même bien plus basse que dans un endroit où t'es censé. Voilà. C'est réel. Tu vois, je trouve que ça nous amène vers autre chose. Tu vois, t'as parlé d'internet et il faut bien comprendre que sur cette ère des réseaux sociaux, ceux qui maîtrisent ce système font tout pour nous plonger dans cet instinct de consommation et dans ce monde de tout avoir rapidement. Et tu ne peux pas construire une vie stable avec une personne quand tu veux tout rapidement. Et c'est ça aussi le problème qui fait qu'on vit ce célibat et qu'on vit cette chute au niveau de la démographie, c'est qu'on veut tout de suite. Mais il faut comprendre que la vie se construit avec le temps. Il faut vraiment étudier la nature. Un arbre, il pousse pas en un jour. Et tu ne construis pas les choses en un jour. Et tu peux pas t'accorder à quelqu'un en un jour. Et c'est normal, parfois, de faire face à des difficultés, de faire face à des incompréhensions, de te retrouver face à la personne que t'aimes et à la personne que tu détestes à certains moments à la fois. Et tu te dis, mais bordel, mais qu'est-ce que tu comprends pas à travers ce que je te dis? C'est normal. Mais le plus important, c'est de comprendre que c'est un process. Et tu vois, on en revient sur cette projection sur du long terme, tu vois. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout est corrélé. Quand on parle d'investissement, c'est pareil que quand on parle de vie de couple et c'est pareil que quand on parle de réussir sa vie. Il faut comprendre qu'il faut se projeter sur du long terme, que forcément, si tu te projettes sur du long terme, il y a tout un tas d'éléments que tu ne comprends pas encore, que tu ne connais pas encore, dont tu n'as pas encore accès. Mais quand tu sais où tu veux aller, au final, tu te rends compte que c'est ce qu'il y a de plus important. Quand tu sais où tu veux aller, il faut que tu puisses tenir dans le temps pour te permettre de pouvoir un jour arriver là où tu veux aller. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop à abandonner cet aspect-là parce qu'on veut tout de suite. Et ça nous fait défaut en matière de finances, en matière de couple, en matière d'humanité aujourd'hui. C'est réel. Il y a eu un jour 1 pour Amazon. Au départ, Amazon existe parce que la femme de Jeff Bezos, elle est auteure. Et elle lui dit, ça y est, j'en ai marre. J'ai aucune maison d'édition qui veut éditer mon livre, tu vois. Il lui dit, mais en fait, on est à l'ère d'Internet. Si je mets ton livre devant des gens, peut-être qu'ils vont acheter ton livre. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que le gars ne s'est pas dit, je vais faire une billion dollar compagnie, tout ça. Non, en fait, ça a commencé, je vais aider ma femme. Et puis à un moment donné, il s'est dit, mais attends, je peux peut-être aider d'autres auteurs. Et puis à un moment donné, il s'est dit, mais attends, si ça marche pour des livres, ça peut peut-être marcher pour des cafetières, pour des trucs. Et aujourd'hui, il n'y a pas un truc que tu veux acheter par lequel tu ne passes pas d'abord par Amazon, en fait, tu vois. C'est clair. Et il y a eu un jour 1 pour ce truc, tu vois. Il y a un jour 1 pour tout. Et le jour 1, c'est ça aussi qui est important pour toutes les personnes qui nous écoutent, d'avoir à entendre qu'il faut accepter qu'au départ, tu seras nul.
Et t'as plein de gens qui ont du mal avec ça. Tu vois, au départ, t'es nul. Et il se débrouillait. Il était dans sa cave. Mais clairement. Il y a une photo célèbre là, on le voit, avec tu sa vois. calvitie. Tu vois, et en fait, au départ, t'es nul, tu vois. T'as pas beaucoup de clients, tu sais pas bien leur parler, tu délivres pas super et tout. Mais la bonne volonté, le fait surtout de ne pas abandonner, le fait d'être en capacité d'analyser, ok, ça a pas bien marché, ok, vas-y, viens, on fait comme ça maintenant. C'est ce qui va faire la différence. Ne pas lâcher. Le temps long. Toujours pareil. Complètement. Est-ce qu'il y a autre chose ou ça y est là Je trouve qu'on a. Je pense qu'on peut faire. honorer. Je suis complètement d'accord. Can We Talk. Est-ce que tu avais un coup de cœur ou Vas-y, je te laisse commencer. Moi, mon coup de cœur, quitte à se surprendre un peu, il va être pour Kevin McCall. Tu vois qui c'est Kevin McCall? Oui, c'est celui qui chante dans Deuces avec Chris Brown, Exactement. qui est en litige avec lui en ce moment. Voilà. Alors, ça faisait partie d'un des thèmes que je voulais aborder. Ok. Et après, je me suis dit, bon, vas-y. Bon, quoique ça parlait quand même d'argent, donc on aurait quand même pu en parler. Mais ça va être mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que il s'est pas contenté de chanter Deuces, c'est lui qui l'a composé. Ouais. C'est lui qui offre ce titre à Chris Brown. Et ce titre, il est particulier parce que il permet à Chris Brown de sortir de la tourmente Rihanna. Pour ceux et celles qui s'en rappellent, il avait envoyé quelques punchs. Et morsures. Voilà. et il était dans une tourmente de fou, violence faite aux femmes. Il a dû s'expliquer, s'excuser publiquement. Il a été boycotté. Il a été boycotté. Il a dû expliquer que il voyait son père casser le nez de sa mère à plusieurs reprises et tout, et que c'est des images qu'il avait hantées, et du coup qu'il avait reproduit malgré lui. Bref. Et Kevin McCall, un mec de LA, quartier chaud, tu vois, il rencontre Chris Brown. Il lui propose ce titre, et ce titre qui de base était un titre de mixtape devient un single incroyable. Ça a tout explosé, ouais. Ah ben, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine parce que j'ai beaucoup écouté la musique, moi, de Kevin McCall. Mm-hmm. C'est quelqu'un que j'ai trouvé toujours, que je trouve très talentueux. Malheureusement, il a jamais pété. Il a jamais pété, tu vois. Et honnêtement, je ne saurais pas dire si, à un moment donné, il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il a considéré que c'est lui qui avait fabriqué Chris Brown, et du coup il a décidé de le biffer, ou si véritablement ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que en fait Chris Brown s'est moqué de lui à un moment donné et il lui a pas donné les sommes, l'a bloqué, tout ça et tout. Je sais pas ce qu'est la vérité. En tout cas, c'est mon coup de cœur parce que d'un point de vue artistique, c'est un mec qui a été bon, et la vidéo qui est sortie de lui là, du coup dernièrement, où il explique, mais attendez, je suis passé de Chris Brown à toucher, tu vois, et franchement je pense que je parlerai comme de son histoire, parce que son histoire elle est folle, hein. C'est un mec qui a gagné de l'argent, qui a flambé cet argent, et qui se retrouve aujourd'hui à avoir l'équivalent de ce qu'on appelle des cartes resto du cœur pour pouvoir manger, en fait, tu vois. Et tu vois dans la vidéo, il s'énerve, il jette la carte et tout. Mais la réalité, il pleure même. Il pleure. Et tu comprends. Mais en fait, oui et non. Parce que du coup, j'ai fait des recherches. Et en fait, j'ai appris que il a vendu ses droits, parce que il a quand même fait des sons pour Chris Brown, il en a fait plein. C'est un mec qui aurait dû gagner de l'argent aujourd'hui. En fait, il a tellement flambé l'argent à l'époque qu'il a revendu ses droits. Et il les a revendus pour $500 000. Et les $500 000, frérot, ils se sont volatilisés. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, tu vois sa dégaine, t'as presque l'impression que c'est un craqueux, quoi, tu vois. Un crackhead, tu vois. Et je pense que ce serait peut-être intéressant de faire un focus sur lui pour expliquer comment, en manquant d'éducation financière, comment tu peux fuck up ta vie, en fait. Ce mec-là a eu des millions entre les mains. Tout est parti. Tout est parti, tu vois. Donc, dédicace à lui quand même, parce que c'est quelqu'un de très talentueux, et que sincèrement, j'espère que d'une façon ou d'une autre, il trouvera le moyen de rebondir, quoi. Bah, j'espère pour lui. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à un être humain de toute façon, hein, parce que ça fait jamais de bien de voir quelqu'un en détresse comme ça. Quelles que soient tes erreurs. Face caméra. Tu sais, il y a plein de gens qui se sont moqués de lui parce qu'il pleurait et tout. Je trouve ça. Pour en arriver, pour un homme, à pleurer devant une caméra, ça c'est veut que t'es vraiment pas bien. dire que ça doit pas être simple pour lui, tu vois. Et même si en tant qu'homme, on se dit faut pas pleurer devant la caméra et tout. Si un homme en arrive à pleurer comme ça face caméra, il faut être assez bon quand on a les moyens pour serrer la main à ses frères, tu vois, à ses frères. C'est ça. C'est compliqué. C'est un état d'esprit à avoir.
Ok, merci pour ce partage. Moi, à titre personnel, tu vois, je vais pas te mentir, en ce moment, je suis tellement pas Connecté. Je suis tellement focus dans ma vie que je vais simplement me contenter de dire que mon coup de cœur, c'est ce que je vis actuellement, tu vois, à Abidjan. Parce que pour les personnes qui suivent mon vlog, je pense que vous voyez que c'est vraiment l'aventure. C'est vraiment l'aventure, c'est vraiment le Zion. Ce gars, je vous le dis en off, je lui disais, frérot, ce que t'as en bas là, ça traîne par terre, hein, parce que franchement, ah ouais. Mais bon sang, qu'est-ce que je me sens et qu'est-ce que l'on se sent vivant en ce moment même dans notre vie, tu vois. C'est vraiment, on a fait tapis, on a tout basculé, on s'est mis en inconfort. Mais qu'est-ce que je me sens vivant et qu'est-ce que je suis bien là-bas, tu vois. Et c'est loin du monde dans lequel on est ici, tu vois, dans le style de vie, dans les gens. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment, ok, c'est pas facile, ok, il y a plein de choses qui sont, mais en même temps, il y a une bonté venant des gens, tu vois. Tu sais, je me sens bien maintenant dans le quartier, tu vois. Même si à la base, je suis le blanc, je suis tout ce que vous voulez, mais je me sens bien, tu vois. Tu sens que t'es dans un cadre où les gens sont bien et ça fait vraiment du bien. Je me sens vraiment bien et voilà, je fais le nécessaire pour faire en sorte que l'on se retrouve le plus rapidement. On fait le nécessaire parce que franchement, faut voir madame comment elle est forte, tu vois, dans ce qu'on vit au quotidien. Mais voilà, on fait le nécessaire pour être le plus confortable possible, le plus rapidement possible. Mais c'est évident que quand on sera vraiment bien installé, la vie, elle sera incroyable. Et donc, j'ai envie d'envoyer ce message à toutes les personnes qui se demandent si ça vaut le coup ou pas de tenter l'aventure pour aller vivre à l'étranger et pour aller vivre sur le continent en Afrique. Je pense que c'est quelque chose qui doit être préparé, c'est clair et net, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Faut pas le faire de n'importe quelle façon, mais ça vaut le coup. Let's go. Voilà. Let's go. Merci. C'est toi qui conclus, ouais, je crois. Hein. Ouais. Merci frérot pour ce podcast. Franchement, voilà, on vous l'a dit, on continuera à vous en faire de toute façon. On en fera à distance à l'image de ce qu'on a essayé de faire, mais en réussissant. On continuera aussi à faire des podcasts, toi avec des invités ici, moi avec des invités ici. Et puis de temps en temps, on se retrouvera pour faire du podcast. Aucun doute sur ça, mais voilà, merci pour ce temps que l'on passe ensemble. Merci pour ce gala que l'on partage aussi. Et merci à vous qui répondez toujours présent pour ce gala parce que c'est de la pure magie. C'est de la pure magie ce qu'on a la chance de vivre tous ensemble. Et donc voilà. bientôt on diffuse ça dans la chaîne. Dans bientôt on diffuse ça sur la chaîne. Ouais. Ils vont avoir accès à tout ça sur YouTube. Donc franchement, qui s'abonne, non? Voilà. C'est important. Abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Tracy Enzo sur Instagram, Loïc Montlouis sur Instagram. Et voilà, pour finir, si aujourd'hui tout ce que l'on a dit ici résonne chez toi et que tu as enfin envie de changer ta situation financière, prends ton appel, c'est gratuit. Peace. Let's go. Il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour que on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il n'est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce qu'un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment, à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française.